Salut, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, pour ce lundi 19 octobre 2020. Madame, messieurs, c'est un plaisir encore de vous savoir nombreux au regard de cette émission qui chaque jour devient pour vous un réel rituel en restant, quoi qu'il en soit, connecté. Et ensemble, justement, jusqu'à 12h avec la grande équipe, nous aurons encore l'occasion de vous proposer un certain nombre de réalités concernant le Cameroun. Comment comprendre Camerco finalement aujourd'hui qui se dimanche, souvenez-vous, il y a eu ce vol inaugural, il y a ce nouveau vol en même temps qui fait parler pratiquement toute la toile aujourd'hui, mais surtout, on dira les administrateurs ou encore la compagnie aérienne aujourd'hui qui se dit fière de ce nouveau vol à l'intérieur du Cameroun. Comment l'appréciez-vous, vous aussi aujourd'hui au Cameroun? Mais surtout, on parlera encore du nord et du sud-est Cameroun, ces deux régions du Cameroun en proie à une violence, mais surtout à un conflit armé de ce côté-là. Quelles sont les chances aujourd'hui pour qu'il puisse avoir véritablement un retour à la paix dans les régions anglophones? Est-ce que les Camerounais y pensent encore? Y a-t-il les Camerounais de l'interne comme de l'extérieur aussi qui se disent finalement il faut tout faire, tout mettre en place pour que la paix revienne dans les régions anglophones du Cameroun? Y a-t-il peut-être lieu de croire à cet homme, ce Camerounais de l'étranger, Rabouni, Sa Majesté Rabouni Ier, qui pense que dans les jours à venir il sera important pour lui d'organiser réellement un vrai forum et un vrai et un grand dialogue national hors des frontières du Cameroun, notamment à Addis Abeba. Qu'est-ce qu'on peut bien filtrer de ce projet pour ramener la paix au Cameroun? Sa Majesté Rabouni Ier en parle. Madame, Messieurs, c'est un sujet qui nous interpelle surtout parce que chaque Camerounais voudrait revoir ce pays fier et debout quoi qu'il en soit. Grande famille, comme toujours, Charles Hamel, Bombok, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, vous le savez, nous allons encore vous servir. Charles Hamel Mbatchou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Militantisme politique ou militantisme gombotique, telle est la question qu'on a appelée à se poser ce jour au vu des événements de ce week-end. Pendant que certains croient fermement aux leaders de leur parti politique, d'autres, pour être militants, sont obligés de demander du soutien financier pour défendre les intérêts de la fille de leur président, le président du parti. Il s'exprime en ces termes: Monsieur le directeur du cabinet civil de la République du Cameroun demande d'appui financier pour les opérations de terrain en vue d'apporter une riposte proportionnelle à l'humiliation qu'a subie Mamzelle Brenda Bia. S'il vous plaît, l'opérationnalité des actions nécessite aux alentours de 26 millions. Donc tous ces gens qui disent qu'ils soutiennent le président Paul Biya, il y a l'argent derrière. Et c'est ça, le parti. Honte à vous. Chez nous. Charles Mbatchou qui rentre véritablement avec une colère déjà exprimée, madame, messieurs. Comment l'expliquer, comment le comprendre ce matin? Et effectivement, vous ne le dites peut-être pas très bien, Charles Mbatchou, qu'au-delà de cette demande, de cette revendication, de ce montant, même si l'auteur, entre guillemets, de ce qui serait, celui qui serait considéré comme étant l'auteur de cette communication, tard en soirée, hier, nous a fait savoir que c'était un fake news, dont il ne se reconnaissait pas bien évidemment dans ses déclarations. Mais ce qui est quand même important, c'est de voir la résurgence de la violence qui est montante sur la toile, où les familles des personnes sont exposées, et on vous fait savoir justement que quand vous avez attaqué la fille du chef de l'État, rassurez-vous cette fois-ci, vos familles au pays, vos mamans et vos petits frères, etc., subiront la même violence. Monsieur Michel Ngatiou, à un moment où on prescrit une restriction plus que globale au niveau des membres du gouvernement, il est question que des excès, même s'ils sont faits et posés, devraient être discrets. Que d'entendre que vous avez quelqu'un qui dépense pour une seule nuitée dans un hôtel 3,5 millions de francs pour une seule nuitée, c'est ahurissant. Prenez les exemples au Rwanda avec les filles de Kagame, prenez l'exemple aux États-Unis avec les filles de Barack Obama, vous allez vous rendre compte que fut-il président de la République, ces filles
avaient l'humilité de vivre comme tous les Américains, même si elles avaient des comptes bancaires assez fournis. Donc j'estime, M. Michel Ngattou, que c'est de nature, c'est normal, c'est dans la nature de l'homme de se poser la question de savoir pourquoi moi je souffre à ce niveau quand telle personne dépense. Est-ce que nous ne sommes pas au même niveau? Rassurez-vous quand même, un mois c'est plus de 100 millions. Ces 100 millions, M. Michel Ngattou, on pouvait prélever une partie pour payer les taxes sur les téléphones, on pouvait prélever une partie, M. Michel Ngattou, pour pouvoir donner de l'eau ou avoir favoriser l'accès. C'est des dépenses quand on sait encore que dépenser à cette hauteur, lorsqu'elle est appelée à être administrateur, puisqu'elle sortira de l'ENAM. Un administrateur qui commence à dépenser 3 millions de francs, c'est fut-il président de la République, comment va-t-il administrer les fonds? Mais surtout, il faut dire que Brenda, la petite sœur, a trouvé des canons ou encore des motifs, des réponses sur la toile lorsqu'elle vous dit que le chien aboie et que la caravane passe. Et que l'on se rende compte qu'il y a également la famille de Brenda qui s'est levée aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu des éléments de violence brandis aujourd'hui qui disent qu'ils sont prêts à tout. Ne vous en faites pas, touchez, pour reprendre les propos, à la chevelure de Brenda. Vous verrez, la violence sera proportionnelle à ce que vous ferez. Jusqu'ici, sur nos familles. Il n'y a pas eu d'action. Malheureusement, non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu. Mais il faut déjà condamner les actes de violence qui sont perceptibles sur la toile aujourd'hui. Monsieur Michel Ngattou, en ce moment, on va dire qu'il y a un leader qui est séquestré, lui et sa famille. Il est séquestré, lui et sa famille. Il n'a pas accès, il ne peut pas sortir. C'est une forme de violence aussi, monsieur Michel Ngattou. Au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des populations qui ne sont pas avec Bamenda Clean. C'est aussi une autre forme de séquestration. Les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir se mouvoir. Il faut comprendre que dans tous les coins, nous sommes tous séquestrés, monsieur Michel Ngattou. Bon, Bengan Kandji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Non, moi, je milite plutôt pour le calme. Le chef de l'État, il peut l'en prendre, mais en prendre aux enfants des ministres, des présidents de la République, non. C'est un peu aller au-delà de l'inacceptable. Il faudra les laisser. C'est-à-dire que chacun n'ont pas choisi de naître là-bas. Ils n'ont pas demandé à leurs parents de vilipender les caisses de l'État. Ce n'est pas bon. Et justement, lorsque la violence appelle la violence, ça va arriver à quelle situation? Je pense qu'il faut mettre un calme. Moi, je me penche sur deux thèmes ce matin. Le premier, vous l'avez dit, si un Camerounais s'engage à chercher les voies de réconciliation, vous avez parlé des Raspout. Sa Majesté Rabouni. Voilà, je pense que c'est lui qui avait acheté la moto à Yessama. Effectivement. Voilà, donc des actions comme ça, je milite pour, justement. Je pense que je ne connais pas son carnet d'adresses, mais un sommet à Addis Abeba au siège de l'Union africaine me semble assez approprié, pourvu seulement qu'il prenne attache avec les renseignements généraux pour que, justement, en catimini, les renseignements généraux puissent mener des informations nécessaires auprès de ces leaders anglophones et du gouvernement pour pouvoir trouver les accords de paix pour lancer ce processus-là. Ce n'est pas une mauvaise chose. La deuxième chose, c'est le départ de Ngo Wungli Masaga, commandant Kisamba, au-delà de ce qu'il a fait en mai 1990, c'est-à-dire son ralliement au président Paul Biya, tout en combattant le RDPC. Je ne sais pas, la formule a été compliquée pour lui, bien que mathématicien au départ. Il avait donc dit, Wungli Masaga s'en est allé, les compagnons de Che Guevara et tout ce qu'on sait, et celui-là également qui a été l'une des têtes pensantes avec Jawe Nikanor pour aider les Nelson Mandela à former la branche armée de l'ANC. Il était aux côtés de l'Angola, du MPLA, il s'en est allé, sauf qu'au Cameroun, il n'a pas eu, j'allais dire, la prestance qu'il voulait, tout simplement parce qu'à la dernière minute, au moment où le Cameroun s'apprêtait à la démocratisation, il a lâché ses troupes, notamment le Manidem qu'il avait créé pour encadrer l'UPC. Il s'est allié du côté de Paul Biya. Un an après, on l'a jeté dans la rue et c'est mauvais, comme on dit. En fait, pour moi, bien que reconnaissance des honneurs, mais en fait, Wungli Masaga, je le considère comme le seul traître. En fait, c'est lui qui a trahi. Bello Bouba n'a pas trahi. Bello Bouba a toujours été du camp du système, Kodok également. Donc, en fait, ici, le tête, c'est Wungli Masaga. Et vous voyez comment
la traîtrise. On peut au-delà de Wunli Masaga évoquer des noms comme Maïmatip également, pour tout ce qu'on sait, justement, tout ce qu'on a connu autour de l'UPC, et ce qui fait encore bien mal aujourd'hui. Alors, mais quand même, à 84 ans parti pour Wunli Masaga, il est décédé samedi dernier à Yaoundé, et beaucoup s'amusent peut-être à le dire, il décède dans un état d'extrême pauvreté. Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour spécial à la députée, l'honorable Élise Pokosi-Doumbé, qui nous a expliqué dans un reportage sur une chaîne concurrente que notamment on doit payer, si les citoyens doivent payer les taxes sur les téléphones, pourquoi pas ils devraient payer, parce que ça permettra à l'État d'avoir de l'argent puisque l'État n'a pas d'argent en ce moment. Donc merci à la députée qui défend l'État au lieu de défendre les citoyens. Bravo. Voilà. Pokosi Doumbé, député Douala, 3e. Oui. Voilà. Député RDPC, il faut préciser. Oui, député RDPC. De toute façon, depuis un moment, on se demandait, on se demandait pourquoi les députés de la majorité ne s'expriment pas. Non, ils s'expriment déjà. Enfin, elle s'est exprimée, on a compris ce qu'il fallait dire au peuple. Elle est députée pour le gouvernement camerounais. Oui, ben, elle défend. Elle a été élue par les ministres et les ministres et les gouverneurs. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? On vous a dit que c'est le peuple qui l'a élu? Oui, vous voulez qu'on ouvre les boîtes maintenant? Voilà, il y a des recommandations, il y a des cooptages. Merci. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour spécial à Monsieur Soro, je ne connais pas son prénom. Serge Soro, qui estime, c'est un militant UPC, qui estime que si jamais, au grand jamais, on vous coupe les taxes, vous ne payez pas vos factures d'électricité. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est la réponse du berger à la bergère. Et voilà. Vous attendez à la maison quand les agents viendront couper l'électricité. Vous leur direz que vous avez à payer la taxe. Non, vous gérez la violence autrement. Mais si non, jamais ils veulent forcer. On va quand même pas rentrer. Non, mais lui, il allait très loin. Il a dit qu'ils vont aller très loin si jamais ces gens insistent. Avec cette histoire de taxe. Voilà. Merci beaucoup. La communication est passée, madame, messieurs. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey Oyengelek, c'est avec vous. L'histoire de ce matin est celle d'un couple qui se connaît depuis 10 ans et il y a 3 ans, ils ont consacré leur union en célébrant le mariage à l'état civil et le mariage à l'église également. Aujourd'hui, la dame est enceinte d'un bébé, elle est enceinte de 3 mois et le mari raconte les péripéties qui ont entouré le cérémonial du mariage. Il raconte que 6 mois avant la célébration de leur union, sa femme a commencé à faire des soins en prélude au mariage. Il y a des soins qu'on fait, l'homme et la femme et tout. Et voilà. Et c'était bien. Sauf que après le mariage, sa femme visiblement a commencé avec ses soins et de plus en plus, le monsieur a remarqué que sa femme était en train de changer de couleur de carnation. Elle devenait de plus en plus claire. Et il raconte même que au niveau de ses cuisses, des vergetures ont commencé à apparaître. À l'intérieur de ses cuisses, des vergetures encore. Au niveau de ses bras, des vergetures. Un peu partout sur son corps, sur sa poitrine même, des vergetures. Sa femme a commencé à devenir malodorante parce qu'elle dégageait une odeur bizarre. Malgré tous les parfums que celui-ci a bien pu lui ramener de ses nombreux voyages d'affaires, rien n'y faisait. Sa femme puait à plein nez. À côté de ça également, sa femme a commencé à avoir des taches un peu partout sur son corps et des endroits qui étaient plus clairs que d'autres. Il rapproche son épouse et il lui dit « Je fais une remarque selon laquelle tu n'es plus la même. J'aimerais bien comprendre et tout. Pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais? J'entre dans la douche, je retrouve des tubes, des pommades, des trucs bizarres. C'est quoi? L'autre jour, je suis entrée dans ton téléphone et visiblement, tu as recommencé à sortir avec Nathalie. Et lorsque je regarde Nathalie, je vois que c'est une femme brune. Comme ce sont les femmes brunes que tu veux. Moi aussi, je vais devenir brune. Et de toute façon, toutes mes collègues sont claires et les autres sont devenus clairs. Donc, je crois que c'est la nouvelle tendance pour que mon mari, mon cher mari, tu me regardes, il faut que je le sois, alors je vais le devenir. Le mari a essayé de parler à ses copines. Malheureusement, la plupart de ses copines versent dans la même activité dont rien n'y fait. Il s'est rapproché de sa belle famille. On a essayé de parler à cette dernière, rien n'y fait. Elle a dit à son mari, c'est mon argent, c'est mon corps, je ne te demande rien, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, cette femme est enceinte de 3 mois. À 1 mois de grossesse, elle a
a effectué sa visite médicale et le médecin a suggéré à son mari de lui demander d'arrêter tout ce procédé parce que ça pourrait entraîner des complications sur le long terme. Malheureusement, celle-ci a dit il est hors de question que les masques de grossesse et tous les problèmes qu'on a là viennent me gâcher mon bonheur. Donc, je n'arrêterai pas. Aujourd'hui, cet homme dit que hier, lorsqu'il rentrait chez lui, il a trouvé un carton d'injection et d'ampoules que sa femme a commandé. Il y a une de ses copines qui a décidé de se lancer dans la fabrication des produits éclaircissants, dont elle a passé une commande d'un carton qu'on lui a ramené pour qu'elle se fasse des injections. Son mari dit qu'il est décontenancé, il ne sait pas par où commencer, il n'a pas envie de la brusquer parce qu'elle est enceinte, de peur que le stress ne lui cause des dommages. Donc comment on gère une femme comme celle-là Qui rentre dans la dépigmentation. Oui. Dépigmentation. Madame, Messieurs, merci à vous, merci à tous. Prenons bien évidemment vos réactions tout à l'heure sur la page 10-12 de Zénith ou encore Equinox Télévision. Nous vous lirons fièrement ce matin. Point de vue, les différents points de vue, les différentes appréciations. Je commence par vous, Karine Santia également, sur la question ce matin. Comment vous appréciez l'histoire restituée par Dominique Audrey-Oyengelek sur la dépigmentation et sur le combat que cet homme mène pour sortir sa femme de cette histoire qui, pour lui, est vachement pernicieuse? La dépigmentation de la peau est d'abord psychologique. La personne se dépigmente d'abord tout le cerveau avant d'arriver à la peau. Je vais m'expliquer. Les personnes qui ne s'acceptent pas et qui ont l'habitude de trouver que l'autre est plus belle justement parce que la couleur de la peau est différente ont un problème psychologique. C'est pour ça que je dis que ça commence par la peau. Par le cerveau. Elle commence d'abord à arrêter de se trouver belle dans la tête, à apprécier les belles personnes en fonction de la couleur de leur peau. Et après cette étape-là, maintenant, il faut ressembler à l'image qu'on veut de soi, qu'on a vu sur les panneaux publicitaires, à l'image qu'on a vu dans les publicités qui passent dans les chaînes de télé et dans les chaînes de télé notamment, et les images aussi qu'on voit dans les séries télévisées. En fait, ça c'est un ensemble d'images qu'on propose afin de vous amener à accepter que vous n'êtes pas belle telle que vous êtes. Vous finissez vous-même par expliquer aux gens que j'ai les problèmes de peau parce que je suis noire. Ou alors que je suis un peu noire ici, c'est comme si ce n'est pas ma peau. Ou en saison sèche, je noircis souvent. En saison des pluies, je brunis souvent. C'est la saison qui fait. Vous voyez donc, vous commencez vous-même à expliquer vos propres problèmes de peau sans être experte. Il y a que les personnes qui se dépigmentent la peau font face à un certain nombre de préceptes. Après cela, ça a d'abord commencé par le métissage. Lorsque les Africains ont commencé à faire des enfants avec les personnes de peau blanche, on a trouvé que les enfants métis étaient généralement avec des beaux cheveux, une peau très claire et qui plaisait bien. Et on a commencé à mettre ces enfants métis là au-dessus des autres. Vous voyez que dans les écoles où on coupait les cheveux de tout le monde, ces enfants métis avaient les cheveux. C'est tout historique. Dans les écoles où ces enfants métis devaient porter les jupes comme les autres, on les permettait de porter des pantalons. Ça fait en sorte que même les enfants qui grandissent avec les enfants de peau claire qui sont de peau noire ont l'impression qu'eux, ils ont un problème parce que soit ils n'ont pas les longs cheveux, soit ils ont la peau noire. Du coup, c'est un problème. Une création, on a créé un complexe. On a créé un complexe. Et ça fait qu'en grandissant, les gens grandissent avec des frustrations qui s'expliquent plus tard par une volonté de changer la couleur de la peau. Et ça fait que vous allez voir une adulte qui a été acceptée comme cette femme dans son mariage avec sa peau naturelle. L'homme n'a jamais voulu qu'elle soit claire. Un jour, elle seule, elle décide dans son fort intérieur de devenir claire sans demander à la personne qui l'a épousée que est-ce que non, il peut aimer les femmes claires dehors et sortir avec elles, se pavaner parce que c'est des bons drapeaux. Des taxis. C'est des bons taxis qui sont bien à être exposés. C'est pour ça que le taxi a la couleur jaune. C'est attirant. Qu'est-ce qu'on dit à cet homme? Ça vous permet. Ce que je vais dire à cet homme, soit il donne un ultimatum à sa femme. Parce qu'il ne faut pas qu'il donne cette éducation à ses enfants que c'est quand la femme est claire qu'elle est belle. Parce qu'on a encore une autre tendance aujourd'hui. Des femmes qui commencent à utiliser les produits dépigmentants sur la peau des enfants étant tout petits. Oui. Oui. Parce qu'elles veulent que l'enfant grandisse avec une certaine couleur de peau.
Et je vous assure que ces enfants grandissent en pensant qu'ils sont clairs de peau. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut qu'il donne un ultimatum à cette femme. Soit elle redevient comme avant, soit il se sépare. Parce qu'il est inadmissible que vous arrivez quelque part où on vous accepte tel que vous êtes et vous pensez qu'en changeant, vous serez la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. Lorsque je vous entends parler, je suppose qu'il y a des femmes. Mais il lui dit qu'elle pue, qu'elle sent mauvais. Il lui dit qu'elle sent mauvais. Et elle trouve que, en fait, mais ses copines, mais quelle explication, mais c'est ahurissant, c'est barbare. Dire que vous faites des choses sur votre peau parce que vos collègues ont fait. Mais on vit dans quel monde ça? Parce que la njomba de son mari a fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement lorsqu'on a une femme qui rentre dans la dépigmentation malgré toutes les tentatives, en lui disant, bah, écoute madame, arrêtez justement ce process, et qu'elle s'entête, Charles Bachou, qu'est-ce qu'on fait d'une femme comme celle-là? Lorsqu'on est homme, et dans la situation de M. Michel qui nous explique son problème ce matin. Il y a une très grosse contradiction dans ce que vous dites, M. Michel Ngachou. Lorsqu'on est homme, quand vous êtes homme, ça commence comment? Votre femme applique. Non mais quand vous êtes homme, ça commence comment? Vous faites des injonctions jusqu'à de femme, elle n'obéit pas. Vous faites quoi donc? Monsieur Michel Ngachou, la liberté de la femme s'arrête le jour de son mariage. La liberté de la femme s'arrête le jour de son mariage. Ça veut dire que dès qu'elle accepte le oui, elle se met en dessous de son mari. Ses sorties, ses plaisirs, ses désirs sont contrôlés par son mari. Chérie, je vais au marché. Ok, vas-y. Tu as pour combien de minutes? Ah, toi aussi. Ok, d'accord, je t'attends. Mais il sait exactement où va sa femme. Deuxième principe qu'on dit à la jeune fille qui va en mariage, je ne cherche pas à qui plaire, mais plaire à qui j'ai choisi. Je ne cherche pas à qui plaire, mais plaire à qui j'ai choisi. Ici, elle ne désire pas plaire à son mari, mais plaire à ceux qu'elle a choisis, ses copines, ses amis, ses collègues. Voilà le choix. Un choix qui est en dehors de celui de son mari, en dehors de celui du mariage. Une fille qui veut se marier avec un homme doit chercher à connaître sa belle-mère. Pourquoi on le dit? Les garçons ne cherchent que les femmes qui ressemblent à leur mère. Merci à celles qui disent qui envoient des propos assez déplacés. C'est quand même c'est ça. Si la mère est brune, il va chercher les femmes brunes. Pas toujours. Hein. Toujours, monsieur Michel. Toujours, et je le dis là. Il va chercher la femme qui ressemble à sa mère. Chacun son capital. Il y a des exceptions, je ne refuse pas. Mais je dis, chaque garçon. Vous allez voir un garçon, si sa mère aime les marabouts, va dire que je cherche une femme qui connaît les marabouts. Donc c'est les mamans qui à la base... J'ai dit si sa maman. Oui. Elles orientent. Pareil pour les femmes. Elles orientent le choix. Donc la fille, quand elle sort, elle dit que mon père est dû, il faut que je cherche un gars qui est comme mon père. Parce que c'est l'éternel combat. Elle veut continuer le combat de son père dans son mariage, monsieur Michel Ngachou. Quand vous allez à Tchang, et ça, on pose la question des critères esthétiques de beauté. Quand vous allez à Tchang, monsieur Tchang Bouddha, si une femme n'est pas brune, on ne l'épouse pas. Je dis, mais regarde, la femme brune a un coup. Pour doter une femme brune, tu fais comme ça là, Tchang, monsieur Michel Ngachou. C'est pourquoi c'est que son Tchang me regarde bien. Je dis, tu fais comme ça. Donc, vous allez vous rendre compte que le gars qui sort pour chercher une femme, cherche une fille brune. Parce qu'il sait qu'ici, je veux prouver que je suis un homme. Mais est-ce que vous arrivez... entre la femme brune et la femme dépigmentée, on fait comment? Monsieur Michel Ngachou, je n'ai pas envie d'arriver à la question de la dépigmentation, parce que ça n'a jamais été bantou. Ouais. Je vais vous dire, puisque vous posez la question, je vais suspendre mon argumentaire pour dire que, avant qu'une jeune fille n'aille en mariage, dans la zone du centre, c'est-à-dire centre, sur Sanaga maritime, on prenait la jeune fille, on l'enfermait dans une case avec des matriarches, le matin, elle allait au champ, on mélangeait le padouk, le bois rouge, on mélangeait le padouk avec l'huile, non pas l'huile rouge, on mélangeait le padouk, c'est-à-dire on prenait le padouk, c'est le bois rouge, on faisait râper, on mélangeait avec l'huile de palmiste, effectivement, qu'on mélangeait, on oignait la fille le matin, à midi, le soir. Vous utilisez le padouk pour vous oigner la peau, monsieur Michel Ngachou, vous aurez une peau de plus éclaircissante, mais moins endommagée.
Dans d'autres zones, monsieur Michel Gachou, un peu plus loin dans la zone de l'Est, lorsque vous allez, on prend la canne à sucre qu'on mélange avec du miel, qu'on utilise pour comment dire, éclaircir la peau. On peut vous dire, comme ça, sur beaucoup, même à l'Ouest Cameroun, ça existe des rituels. On utilise certains beurres. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je n'aime pas véritablement ce chemin. Donc, je termine par là, parce qu'on m'avait désorienté. Je termine par là en disant, monsieur Michel Gachou, que c'est très compliqué aujourd'hui avec ce phénomène. On ne va pas se mettre en porte-à-faux avec les entreprises qui se retrouvent aujourd'hui à faire dans cela, mais j'estime que chaque femme qui se lève un matin et qui regarde son mari, l'homme, ce qu'il devrait faire, c'est dire à sa femme, écoute, dès les premières heures, ma chérie, tu changes. Tu continues, et puis on ne va pas s'entendre. Ça, c'est occidentalisé. Mais un bon bantou, il ramasse tout, il jette dehors. Merci beaucoup, Charlamagne Bachou. Eh bien, écoutez, madame, monsieur, la réalité est là. Peut-être, prenons rapidement Bonbon Bengan. On a écouté Charlamagne. Peut-être avant Bombok, je donne la parole à Dominique Audrey. Bon, on va poursuivre. Okay. Est-ce qu'on ne va pas dire que le phénomène est légion au Cameroun, dans d'autres pays africains, parce que nous sommes regardés à travers le continent aujourd'hui, et il faudrait s'insurger contre cette pratique qui tue petit à petit nos femmes, nos sœurs et toutes celles que nous aimons. Je le disais quelque part, ce phénomène de dépigmentation aujourd'hui, c'est juste la continuité de la traite négrière par les Noirs. Ça continue. Ils s'emploient eux-mêmes dans le domaine? Oui, on continue de considérer l'homme blanc comme l'être supérieur. La couleur blanche, puisqu'on parle des femmes qui décident de devenir transparentes, oui, on décide de mettre le blanc au-dessus et par conséquent, on veut se mettre au même niveau. Mais sauf que ce que toutes ces femmes oublient parce que dans notre entourage, on a des mamans qui l'ont fait avant vous. Elles finissent par redevenir noires et après, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas joli parce que malheureusement, votre teint ne sera plus jamais uniforme. C'est quoi cette société où on veut imposer, dire aux femmes que pour vous faire accepter par un homme, vous devez être jaune? Ça, c'est sans parler des femmes qui le sont naturellement. Et que nous aimons comme ça. Oui, elles le sont naturellement et ça, vraiment, c'est bien. Mais maintenant, pourquoi penser qu'elles auront tous les hommes? Non. Un homme ne sera avec vous que simplement parce que vous avez des valeurs. Parce que vous avez quelque chose dans la cervelle. Et non simplement être bling bling, être flashy, être jaune. Vraiment, à part sortir en boîte pour attirer les regards après l'entrée, c'est tout. Vous ne vaudrez plus absolument rien. Malgré que ça vaudra des insultes et tout, oui, c'est la réalité. Une femme qui se dépigmente ne vaut absolument rien parce qu'elle est une aliénée culturelle. Vous jetez votre identité. Je crois que c'est Aimé Césaire, certainement je me tromperai. Je me trompe. Il disait, je suis noir, je peux subir la pluie, le soleil et le vent et tout. Le blanc, lorsqu'il pleut, il est bleu. Lorsqu'il fait chaud, il rougit. Lorsqu'il est malade, il est vert. La peau noire est parée à toutes les éventualités. Malheureusement, aujourd'hui, ou bien heureusement, on a des mouvements qui naissent. On a notamment le mouvement Black Attitude de notre faux collègue Florazé qui luttait justement contre ça. Et lors de leurs enquêtes, je crois l'année dernière, ils faisaient savoir que sur 5 femmes, 3 femmes au Cameroun se dépigmentent. Et c'est inconcevable. Pourquoi on en arrive là? C'est quoi cette promotion? On dira non, les blancs vraiment c'est la meilleure chose. Oh que non. Très bien. Aujourd'hui, vous voyez des personnes à l'Occident, des personnalités occidentales en Europe, aux États-Unis, célébrer la peau noire. La Miss Univers 2019, la plus belle femme du monde, est noire. Donc, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, on nous dise que pour être belle, il faut devenir blanche. Non. D'abord, même simplement, cette femme, vous devriez la mettre dehors. Et maintenant attendre parce qu'il y a votre enfant. C'est une femme qui va faire la dépigmentation à son mari s'il se laisse aller. Elle va dépigmenter ses enfants également si son mari ne prend pas les devants. Parce qu'il y a des hommes qui utilisent les produits cosmétiques de leurs épouses. Savoir. Donc aujourd'hui, voilà une femme qui prend le risque de mourir
en accouchant parce que sa peau sera trop sensible, trop fragile, simplement parce qu'elle veut plaire ou bien se mettre sur une balance avec l'Anjomba de son mari. Et c'est dangereux également, vous le dites très bien, Dominique Audrin. Bon, Bengan, vous ne pensez pas que c'est important pour qu'aujourd'hui... Les occidentalisés veulent devenir pantois. Voilà. Comment vous appréciez le sujet, mais surtout, est-ce que ce n'est pas le moment d'appeler les mouvements kémites à intensifier la vulgarisation des actions qui sont les leurs pour une conservation, on va dire, de la peau mélaninée africaine? Et justement, sauf que le mouvement kémite, leur voix est restée encore confidentielle. Les gens se sont occidentalisés au point où, quand vous leur dites retour aux sources, ils ne vous écoutent même pas. Ils vont vous dire, est-ce qu'on revient alors au cache-sexe? Est-ce que voilà. Donc sans même savoir que la soie, et j'ai l'habitude de dire, tapez sur Google tout de suite, le statut de la femme dans la société primitive et le statut de la femme dans la société dite moderne. Vous allez vous rendre compte que le statut de la femme dans la société dite primitive est plus valorisante que celle de la société dite moderne. Ils comprendront. Mais ici, le Bantou peut avoir deux attitudes. Si c'est un Bantou sadique, il va laisser sa femme mourir. C'est-à-dire, il va même souhaiter que la grossesse qu'elle a aboutisse à la césarienne. Et c'est plus dangereux. Mais tout en avertissant les deux familles, notamment sa maman qui est la belle-mère de sa femme, oui, et la maman de la fille en question. Comme ça que le Bantou, c'est fait. Maintenant, le Bantou, celui que on arrache, on jette. Parce que la femme, quand elle va en mariage, elle change d'identité. C'est Madame Bengan. Ce n'est plus Ngomumha ou je ne sais pas. C'est Madame Bengan. Donc quand vous venez avec l'éducation que votre maman vous a donnée. Vous épousez l'éducation de ma mère et vous vous réveillez avec mes idées. Il est hors de question que tu dises que Danjomba est qui a interdit à un homme d'aimer une femme claire et une femme noire. L'homme peut bien aimer les deux. Qu'est-ce qui est interdit? Donc, voilà, cette femme, justement, je partage le point de vue de Karine. Elle est dans les VAPS, comme on dit. Elle est restée dans les VAPS. Et quand quelqu'un est dans les VAPS... Essaie de dépigmenter le cerveau avant de dépigmenter la peau. Absolument. Comme on dit, peau noire, masque blanc. Donc, elle veut être dans une configuration et elle trouve le prétexte que c'est ma rivale, voilà. Donc, mais c'est pas ça le problème. Donc, ici, elle n'est pas une femme qui est destinée au mariage. Et justement, que l'homme porte ses affaires et qu'il balance dehors. Oui, un bon bantou. Est-ce que c'est la bonne attitude? Je casse, non. Je ne romps pas le mariage. Toutes ces, comment vous appelez, ces gommages, c'est tout ce que vous appelez, j'entends parler de make-up, je ne savais même pas ce que ça s'appelle. J'entends tous ces trucs, je les casse. Je les casse et je les jette. Ouais. Puisque quand vous lui dites de le faire, elle ne verra pas. Donc vous le faites. Et bon, je ne sais pas si elle a déjà des enfants. Vous le faites. Enceinte. Voilà, elle est enceinte seulement, elle n'a pas encore accouché. Ouais. Vous les jetez, vous jetez ces affaires-là. À vous entendre parler, bon, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui vont fuir. Oui, vous jetez. Non, il y a des femmes qui vont fuir le bureau là maintenant, elles vont entrer à la maison pour tout ce qu'elles ont, caché de peur que l'homme qui regarde l'émission. Mais ils ont les maris occidentalisés, moi ces choses-là n'entrent pas. Charles Amel parlait tout à l'heure. Ma femme qui a plus de 30 ans de mariage, mes filles aussi, il y en a une qui a près de 30 ans, c'est le manyanga. Voilà. On appelle ça en bassa le lang, c'est ça qu'elle utilise. Mais d'aucuns pensent que le manyanga, même les rouges à lèvres. D'aucuns pensent que le manyanga tire les sorciers en journée et les repousse dans la nuit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Déjà, quand on voit le manyanga au nouveau-né, c'est pourquoi quoi? Justement, c'est ce que Charles Amel vous disait tout à l'heure. Il y a les essences, quand vous les oignez au bébé, aucun esprit maléfique ne vient. Aucun esprit, même si vous êtes dans une concession où il y a l'emboma et tout ça, aucun ne vient. Ne s'approche pas de votre enfant. Voilà. Donc le manyanga protège justement contre les esprits maléfiques. Juste une minute, Charles Amel. Vous voulez compléter? Oui, je voulais juste préciser à la suite de Mbombo que le manyanga a 3 niveaux de cuisson. Le vrai manyanga, c'est au premier niveau. Ceux qui vont jusqu'à vendre manyanga blanc, c'est pas connu.
Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ça, c'est vous qui attirez la malchance sur vous, ce que vous appelez Manyanga blanc. Vous attirez la malchance sur vous. Oui, c'est comme l'huile rouge. Les gens n'ont jamais compris que l'huile rouge ne doit pas blanchir. Tout à fait. Non, c'est pas connu en Afrique, monsieur Michel Gatou. Quand je vois des gens poser parfois des actes, je dirais à cet homme, il est très épris de sa femme, je lui dirais du plus profond que, cher ami, ramasse toutes les choses de ta femme, tu la jettes. Pour attraper ta femme, tu prends de l'argile verte. Tu fais des cataplasmes. Ta femme, tous les week-ends, fait des cataplasmes où vous la trompez, des bains de boue. Tu oins ta femme avec les bains de boue. Ça va reconstituer sa peau. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci. S'il aime sa femme, ça c'est bon tout ça. S'il aime sa femme, il doit aimer sa femme de toutes les façons. Oui, c'est important. Allez, merci à vous, madame, messieurs. Nous attendons vos réactions tout à l'heure sur une plateforme bien connue. Mais surtout, le petit conseil que nous vous restituons justement ce matin. Soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. La colère, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du projet de l'autoroute Douala-Yaoundé dans ce pays. L'autoroute la plus chère d'Afrique ne verra certainement pas le bout du tunnel à cause de multiples tripatouillages financiers. 6 milliards 464 millions, soit 11 millions de dollars par kilomètre. C'est à ce prix que le projet Yaoundé-Douala coûte aux contribuables camerounais 6 ans après le début des travaux. Ça veut dire que nous faisons 10 km par an. Pourquoi les travaux de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala traînent-ils en longueur de manière incompréhensible? Entamé depuis 2014, pour une durée prévisionnelle de 48 mois, le chantier de l'axe routier n'est pas encore achevé jusqu'ici. Seuls 60 km sur 196 de ce tronçon ont été réalisés. Pour combien de descentes ministérielles? Rappelons-nous, la dernière descente qui avait fait jaser, c'était celle du ministre délégué de la Justice, Jean de Dieu Momo, qui nous avait dit qu'on avait de très et de trop belles routes et qu'on allait dire que le gouvernement ne travaille pas. Hélas, après son passage jusqu'à ce jour, la situation est dans le statu quo. On nous dit que sur l'axe même déjà bitumé, il y a des fissures qui apparaissent. Était-ce bien fait comme l'axe Bonabassem, école publique? Point d'interrogation. On a du mal à se souvenir du dernier grand chantier au Cameroun qui a été réalisé dans les règles de l'art et dans les délais sans anicroche. Prenez par exemple le stade Paul Biya d'Olembe, où la pose de la première pierre a eu lieu en 2009. Allez voir quand est-ce que cela a été réalisé, vous comprendrez comment fonctionne ce pays. Il se raconte que la banque chinoise qui finançait ce projet à hauteur de 85% a cessé de le faire parce que le gouvernement camerounais n'a présenté aucune garantie de remboursement. Mieux, le gouvernement n'a pas signé le dossier baptisé « Mécanisme de remboursement ». Comment comprendre cette façon qu'a le renouveau de gérer les projets dans ce pays? Il ressort du bilan des décaissements que la société China First Highway Engineering Company, que le constructeur et cette Tunisie qui assurait le contrôle des travaux ont cumulé des arriérés de paiement respectifs de 4,3 milliards de francs CFA, 700 millions de francs CFA, soit un total de 5 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, rendu à ce jour, le Cameroun n'ait réussi qu'à construire un bout de kilomètre de route en 6 ans? Pourquoi il y a une bureaucratie excessive, une absence d'autorité sur tous les chantiers? En Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara
qui est pratiquement le chef de ce chantier. Il y veille. Pareil au Rwanda avec Paul Kagame, qui est sur tous les terrains pour vérifier les chantiers de l'émergence. Que se passe-t-il au Cameroun? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre qu'on se retrouve encore à pointer du doigt, un doigt accusateur, sur la question des indemnisations et la libération des emprises comme obstacle à la réalisation de ce projet pourtant pensé et budgétisé? Savez-vous que les riverains expropriés de ces terres pour la réalisation de ce projet n'ont toujours pas été indemnisés depuis 6 ans aujourd'hui, malgré la budgétisation, la mise à disposition de leur argent? Comment comprendre la non-application du décret numéro 2015-1318-PM du 15 juin 2015 portant indemnisation des personnes victimes de destruction de biens dans le cadre du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala dans l'arrondissement de Lobo, département de la Léquié, région du Centre. Savez-vous que non seulement le comité chargé de la gestion des indemnisations n'a pas joué son rôle, mais en plus, elle a attribué des montants arbitraires à certains propriétaires terriens. 4 800 francs CFA était le montant proposé à un propriétaire de 3 000 mètres carrés qui n'a eu qu'une seule chose, éclater en sanglots, se demandant si cela était la valeur de son terrain. Que dire de ceux qui avaient des palmeraies à qui on a remis la somme de 3 millions de francs CFA? Comment comprendre cette modification du profil du projet après démarrage des travaux? Pourtant, pas moins de 30 comités, sous-comités et commissions ont analysé le projet sur toutes ses formes. Savez-vous que le tronçon initial, conclu avec la China First Highway Engineering, portait sur une route express en 2 fois 2 voies avec une vitesse de référence de 90 km. Mais afin de moderniser cette voie reliant les capitales politiques et économiques du pays, les concepteurs du projet ont modifié le tronçon, sont passés à une autoroute en 2 fois 2 voies extensibles à 2 fois 3 voies avec une vitesse de référence de 110 km par heure. Nouvelle donne qui a naturellement entraîné une hausse des coûts de construction du fait des travaux supplémentaires de près de 71 milliards de francs CFA pour la première phase du projet, soit quelques 355 milliards de francs CFA au lieu de 284 milliards de francs CFA à l'origine. Bravo aux administrateurs camerounais qui savent créer des avenants pour pouvoir manger. Savez-vous qu'il existe pour un même projet, ce projet de l'autoroute Douala-Yaoundé, un imbroglio sur la gestion des finances? Selon les experts en management des projets, le coût hors taxe de 81% de la première phase de cette infrastructure routière a connu plusieurs évaluations, plusieurs montants. Dans un premier temps, il a été évalué à 225,259 milliards de francs CFA pour être évalué 3 semaines seulement plus tard par les services de communication du ministère des Travaux publics pour un même taux de réalisation physique compte tenu de la descente sur le terrain du ministre Ngano Djoumessi à 248,55 milliards de francs CFA pour un taux d'exécution physique de 91%. Alors, qui dit la vérité entre les 225,259 milliards des experts et les 248,55 milliards de francs CFA pour l'équipe du ministère des Travaux publics? Cela fait clairement une hausse de 23 milliards par rapport à l'évaluation communiquée par le ministre des Travaux publics au Premier ministre et aux membres du gouvernement le 29 juillet 2020. Aujourd'hui, quel est le véritable montant? Point d'interrogation. Ce qui est sûr, il ne se trouve plus sur le terrain. Au niveau de Bibolay, il se trouve dans des poches, bien engloutis, attendant qu'on signe les mécanismes de remboursement. La colère, ce matin, madame, monsieur, exprimée par Charlemagne Batcho. Et maintenant, qui va également s'en occuper étant dans la machine judiciaire? Qui peut ouvrir un procès autour de cette question? Comment écouter les populations qui étaient censées être indemnisées sur ces questions? Qui doit les écouter finalement? Où est la place du Camerounais
Pour qui en même temps on est en train de faire cette route? Pourquoi mettre autant de temps? Charles Amem Bachou, tellement de questions posées autour de cette réalité. Madame, Messieurs, tentons avec nos collaborateurs sur ce plateau de mieux comprendre ce qui se passe. Karine Sontier, vous appréciez la colère ce matin. Que dites-vous? Je dis que le Cameroun est champion en la charrue avant les bœufs. C'est cette procédure que nous utilisons généralement. Vous ne pouvez pas réaliser un projet d'une telle envergure avec de l'à-peu-prérisme. C'est quand même regrettable qu'on soit encore là en 2020 dans un pays comme le Cameroun qui est le premier dans la sous-région Afrique centrale, qui a selon nos ministres les meilleurs stades africains, qui selon nos ministres est le pays qui respecte le mieux la démocratie et qui a un conseil supérieur de l'État qui est chargé de contrôler l'action de nos gouvernants lorsque vous observez. Je m'interroge encore plus sur cette question parce que vous savez que... Bon, peut-être les députés qui contrôlent l'action gouvernementale, le conseil... Le conseil supérieur de l'État contrôle l'action du gouvernement. Ok, j'ai plutôt vu le conseil supérieur. Voilà. Ce qui m'intéresse encore, c'est la date du début des travaux et la programmation qui avait été faite. Les travaux ont commencé en 2014 en principe et devaient être terminés depuis 2018. Au trop tard, parce que c'était 48 mois pour la réalisation de ce projet. Sauf que 2018, c'était le délai avec une marge. Maintenant, nous sommes à plus de la marge, 2 ans en plus, mais on n'a pas toujours fini de le réaliser. On nous dit que 75 km seulement de ce tronçon a déjà été livré, c'est-à-dire sur 210 km, seulement 75 km déjà livrés. Vous voyez bien qu'au niveau notamment de la facture, ça commence à peser lourd sur l'État du Cameroun. C'est beaucoup d'argent qui sont partis comme ça en vrille et puis on ne sait pas ce que ça devait donner. Le budget initial, 284 milliards de francs CFA qui est passé à 355 milliards de francs CFA. Après que les citoyens aient décidé notamment de réclamer les casses, les destructions des maisons et autres qui étaient sur les voies. Vous voyez que dans notre pays quand même, comme je parle de la charrue avant les bœufs, regardez bien comment est-ce qu'on réalise nos projets ou encore les politiques publiques qui sont mises en place par le gouvernement. Particulièrement cet axe routier, vous savez que de 2018 à 2019, il y a eu beaucoup de réclamations des citoyens qui décidaient de ne pas partir, qui ne voulaient pas voir cette route justement parce qu'ils n'ont pas été indemnisés. Où est-ce qu'on construit les routes sans une négociation préalable? Où est-ce qu'on fait ça sans que les populations n'acceptent que la route passe par là? Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est que le développement, qui doivent être convaincus que cette route-là va leur apporter du développement. Sauf qu'on a remarqué que dans notre pays, lorsqu'on veut passer quelque part avec une route, les citoyens sont surpris de voir qu'on casse des maisons ou encore voir seulement qu'on vienne garer des camions avec des catépia sans toutefois expliquer aux citoyens de quoi il s'agit. Et après, ils s'opposent à ce que on doit leur donner leurs indemnisations si on doit casser ou encore si on a cassé, qu'ils soient d'abord payés avant de qu'ils soient indemnisés. Justement, parce que dans ces citoyens, ce sont des zones rurales, ce sont des populations vivant de l'agriculture et autres qu'on a cassées. Il y a des plantations de café qui ont disparu, de cacao et autres sur la route. Mais comment est-ce qu'on a fait? Les populations ont été obligées de sortir et réclamer. Et le ministre vous dit que c'est l'une des causes pour lesquelles les travaux ont été retardés. Ça, c'était devant l'Assemblée nationale. Mais vous comprenez que c'est ahurissant d'expliquer que vous avez été obligé de travailler avec la fin que de commencer par le début. Et c'est très dangereux justement ces questions. Mais comprendre aussi qu'est-ce qui a bien poussé la banque chinoise Exim Bank, qui s'était d'ailleurs investie dans ce projet, à se retirer pour une faute de négociation. Le contrat de remboursement n'a pas été paraphé, n'a pas été validé par le Cameroun. Va-t-on dire que le gouvernement de Biya, c'est un gouvernement d'escrocs, de bandits, des personnes qui ne comprennent rien à l'évolution de ce pays, qui ne veulent pas du bien pour le peuple camerounais? C'est mieux. C'est mieux de dire des personnes qui ne veulent pas. Parce que dire que des personnes qui ne comprennent pas, ce serait peut-être insulter leur intelligence. Pourtant, pour être à ces postes-là, on suppose qu'il faut avoir le minimum de connaissances, il faut avoir le minimum d'intellect pour pouvoir gérer un certain nombre de projets. Donc je pense que c'est plus un manque de volonté qu'autre chose. Malheureusement, lorsque on jette un regard panoramique sur tous les projets, regardez par exemple l'usine d'abattage de poulet, c'était il y a 3 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a l'usine de montage de voitures, par exemple, également, qui avait été annoncée, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Regardez le gap. Si vous partez dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, et vous essayez de faire
de mettre sur une balance ou bien de comparer les différents prix donnés, le gap est tellement énorme. Vous voyez qu'au Cameroun, le kilomètre de bitume passe du double, voire même le triple de ce qu'on voit dans d'autres pays. Et il a fallu une chaîne française fasse un reportage pour que, boum, tout le monde ressorte d'où ils étaient, de leur cachette pour dire non, voilà. Comme pour dire quoi? Que les chaînes camerounaises qui en parlent ne sont pas crédibles et pourtant on en parle depuis des années au Cameroun. Oui, on en parle, mais sauf que votre voix ne compte pas, votre voix ne porte pas. C'est ce qu'ils veulent simplement dire. Oui, les Camerounais, ils ont des chaînes de télé, ils en parlent tous les jours, ils baragouinent là, mais ça les engage eux. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Donc aujourd'hui, on a encore montré à la face du monde que on a des gens qui n'ont pas la mesure. Parce que dans toute chose qu'on décide d'entreprendre de faire en tant que gouvernement, en tant qu'État, avec notamment la construction d'une route, il y a le plan économique qui entre en jeu. Quel est l'apport de la mise en service rapide d'une autoroute comme celle-là? C'est là que sont les véritables enjeux. Et malheureusement, on a des gens qui ont déjà eu leur part, ils ont déjà suffisamment amassé pour eux, donc il n'est pas question pour eux de se précipiter. Les populations n'ont pas encore été indemnisées, pourtant il y a des maisons qui ont été détruites. Et jusqu'aujourd'hui, et si vous avez certains reportages présentent même des autorités de ces localités-là qui brandissent des papiers, qu'ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent malheureusement. 6 ans après, nous sommes à 2 ans de retard et comme on a un gouvernement sourd, muet, certainement aveugle, personne ne prend la peine de dire au moins, de faire profil bas. Un gouvernement autiste. Voilà. Oui. Bon, on dira que ça, c'est le gros français, il dit souvent ça. Donc, quand on dit son mieux, beaucoup comprennent facilement qu'ils ne savent pas que la moindre des choses, puisqu'étant des employés de nous autres pauvres citoyens, ils ont un devoir de compte rendu. Ils doivent pouvoir nous dire, le projet a été lancé en 2014, il aurait dû être prêt il y a 2 ans. Malheureusement, ce n'a pas été le cas parce que on a pris un peu de l'argent, je dis n'importe quoi, même si c'est pas ça, pour injecter dans autre chose. Raconter n'importe quoi, mais donner l'impression aux Camerounais qu'ils ont de l'importance. Et le danger dans tout ça, justement, Charles Hamel l'a très bien dit, on a en Côte d'Ivoire, Ouattara, même s'il est vachement contesté en ce moment en Côte d'Ivoire, on a qui lui veille sur ses chantiers quand même, on a également Kagame au Rwanda, qui d'ailleurs a veillé, et c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique pour le moment, mais chez nous, Mbongo Benga, l'entrepreneur en chef, est absent. Oui, l'entrepreneur en chef est absent physiquement, mais il a donné des instructions pour, j'allais dire, fourvoyer les projets. Charles Hamel a énoncé tout à l'heure quelques raisons. Donc ne même pas les rendre matérialisables en fait. Oui, absolument. Absolument. C'est pour cette raison qu'il a révoqué le ministre Patrice Ambassala. Ambassala s'est présenté comme l'ingénieur de l'État. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Il a adressé des correspondances à la primature. Il est même allé au JICAM. Il a dit que l'acte qui me nomme, les attributions qu'on m'a données font de moi l'ingénieur de l'État. Je dois veiller aux punitions. On lui a dit non, ce n'est pas pour ça qu'on t'a nommé. C'est pour cette raison que M. Nganou Ndjoumessi reste tranquille. Il dit que bon. Il sait pourquoi on l'a nommé. Voilà. Lui sait pourquoi on l'a nommé. Donc on l'a nommé pourquoi justement? Parce que la politique des grandes ambitions lancée en 2003 pour la présidentielle de 2004 mettait priorité des priorités infrastructures routières. Mais comment vous pouvez donc faire la priorité des infrastructures routières et vous ne faites pas? D'abord, la première fausseté, la première, j'allais dire, incongruité commence par le nom du projet. Tout le monde parle de autoroute Douala-Yaoundé. Mais pourquoi on a commencé par Yaoundé? Ça devient pour autoroute Yaoundé-Douala. Donc pour ceux qui, les Chinois qui ont fait des études, ils avaient commencé ici, notamment qui devaient décongestionner la sortie est de la ville. On leur dit commencez à Yaoundé. Alors que Yaoundé devait avoir son projet à lui au moment où on commençait à Douala, l'autoroute, l'autoroute Palais des Congrès, aéroport Simalène. Oui. Donc aucun des projets ne marche. Et pour vous en convaincre, donc vous allez vous rendre compte, si vous lisez la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement de juin 2018, il a dit ce que Charles Hamel a décrié là tout à l'heure. Les projets au Cameroun sont mal ficelés.
on ne veille même pas à arranger, à mener ces projets à terme. Et même le plan, c'est-à-dire des décaissements d'argent, sont mal gelés. Le directeur de la Caisse autonome d'amortissement dit « J'ai plus de 5 000 milliards, mais je ne suis pas prêt à enlever un copain pour parce injecter que dans les projets sont mal ficelés. » Oui, mal ficelés. Tout comme l'autoroute... Jean Lambert l'a dit, donc je ne comprenais pas ces choses. Ils font ça exprès. C'est-à-dire, le Cameroun devait seulement contribuer à hauteur de 15% de projet et les Chinois à 85%. Même les 15%, on n'a pas donné. Parlons-en, madame Michel, avec vous dans un instant. Bon retour, mesdames et messieurs. Rebonjour à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. Merci de prendre la route avec 10-12 le Zénith qui s'arrête encore sur le Cameroun et ses grandes réalités. Pourquoi pas ses grandes réalisations et ses grands projets aujourd'hui. Parlons bien sûr de projets structurants et l'un des projets qui tient à cœur le Cameroun aujourd'hui, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé, devenu Yaoundé-Douala aujourd'hui. Et est-ce que justement l'ensemble de ces questions mal traitées, mal gérées, ne ferait pas partie du couteau qui chaque jour on remue dans la plaie pour autant de fois offenser et énerver les Camerounais? On va peut-être revoir l'axe qui part de Douala pour Bamenda aujourd'hui. Est-ce que nos frères de Bamenda aussi à un moment donné du nord-ouest et du sud-ouest en fait qui se fâchent aujourd'hui n'ont pas eux aussi des revendications en ce qui concerne les axes routiers? Est-ce que peut-être au final le grand projet du grand dialogue national que voudrait bien sûr implémenter Sa Majesté Rabouni Ier à Addis Abeba dans les jours à venir pourrait peut-être permettre aux frères du nord et du sud-ouest Cameroun enfin de dire aussi que nous aussi nous voulons l'autoroute, nous aussi nous voulons le développement de nos localités au-delà de la décentralisation parce que semblerait-il Sa Majesté Rabouni Ier qui est au cœur de cette organisation semble avoir une solution pour la crise qui secoue aujourd'hui le Nozo au Cameroun. Allez, bon Bengan, vous appréciez également cette réalité concernant l'axe lourd, si vous voulez, l'autoroute, je vous le dis, l'axe lourd, l'autoroute Yaoundé-Douala aujourd'hui, et vous estimez que l'entrepreneur en chef non seulement fait tout pour torpiller les projets structurants. Et j'avoue que vous n'avez pas fait un lapsus. C'est bien l'autoroute. Oui, parce qu'en 1980, lorsqu'on lance ce projet, c'est bien inscrit national numéro 3. Mais chemin faisant, le gouvernement a dit que non, il n'existe pas de national numéro 3, ça s'appelle Axe lourd Douala-Yaoundé. Et même la Banque mondiale qui finançait le projet était ahuri. Il dit apparemment ce nom n'existe pas dans la nomenclature des routes. Axe lourd. Voilà, Axe lourd. C'est hier, en 2000, je pense, 3, qu'on a commencé à mettre, on vous dira national. D'accord. Non, pour dire quoi? Pour dire ceci, que aujourd'hui l'entrepreneur de l'État, qui est le ministre Nganou Ndjoumessi, qui était d'ailleurs allé lancer les travaux de l'axe Bamenda, il a abandonné le projet. Mais revenons à l'autoroute. Justement, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il devrait venir nous expliquer où sont les 15% la dotation du Cameroun, de l'État du Cameroun à ce projet? Et comme disait Karine Sontia tout à l'heure, on devait d'abord indemniser les populations, dans un premier temps les champs, les tombes et tout, les maisons qu'on a cassées. On avait donc prévu une deuxième vague d'indemnisation, notamment lorsqu'on procède à la casse des pierres, à dynamiter. Puis vous savez, on ne casse pas les rochers comme avec la main, on dynamite les rochers. Et ces rochers-là ont détruit les toitures de beaucoup de gens. Ça aussi, il fallait procéder à cette indemnisation-là. Rien n'y fait. Malheureusement. Donc, les joueurs sont bloqués à ce niveau aujourd'hui. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, le renouveau, là j'ai pris, vous avez énoncé tout à l'heure, mais qui peut interjeter? Justement, les deux structures qui auraient pu engager les procédures d'enquête, c'est d'abord la Chambre de comptes de la Cour suprême. Mais la Chambre de comptes de la Cour suprême reste, comment je vais dire ça, sur le papier, en train de dire, bon, quel est l'état de projet en fin d'année, on vous fait l'évaluation, elle reste là. L'autre, qu'on appelle la CONAC, le pasteur Massi Gams a demandé, a réitéré, a répété qu'on lui donne la possibilité d'ester en justice parce que lui, il a les moyens, il a même des éléments qui lui permettent de porter plainte contre
ces agents de l'État qui détournent de l'argent. On lui a dit non, faites un rapport, envoie la présidente de la République. Maintenant, il faudrait donc, en dernière analyse, avoir les magistrats fous. Un procureur de la République ou un juge d'instruction qui va dire au ministre de la Justice, moi je vais fourrer mon nez là-dedans. Ah ben Je ne comprends pas. Non, Oui, vous serez vous serez abattu le même la jour. justice est rendue au nom du peuple camerounais. La Et mafia- à ce titre-là, il entre, il enquête. Eva Joly a pris le risque. Oui, mais la mafia, Ah, va voilà, donc, la mafia sera à votre trousse, hein, bon Benga. Mais justement, c'est pour ça que je parle de magistrat fou. Il va dire, je vais enquêter. Je vais enquêter et les résultats de l'enquête vont donner quelque chose. Ça peut aboutir à son assassinat, certes. Mais au moins, ça peut également aboutir à la manifestation de la vérité. Mais je ne comprends pas pourquoi vous qui dites que vous êtes dans un état croyant. Vous, la Bible de Audrey et Karine Sontia dit quelque part que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais lorsque quelqu'un veut la manifestation de la vérité, on tue. Mais ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus des croyants. Alors, est-ce qu'il y a une chance que cette théorie, justement, puisse voir le jour chez la même battue pour en finir? Si on fait 10 km par an, nous sommes à 6 ans. Donc, espérer que on va atteindre les 196 dans beaucoup d'années, M. Michel Ngatou. Vous savez, je discutais avec un baron de ces régimes qui me disait, reconnaissez quand même, vous là qui gueulez trop, que le président Paul Biya a tout fait. Je lui ai dit oui, il a tout fait. Il a tout créé, mais il n'a rien implémenté. Oui, il a tout créé, faculté de génie, faculté, université, mais on étudie là-bas comment? Il y a des murs là-bas. Donc, Chalamel, il fallait lui dire qu'il a détruit les bonnes choses pour créer des mauvaises. Il fallait lui dire ça. On évolue de manière graduelle. Je lui ai dit oui, ça a été créé. Parce qu'il a commencé à mettre c'était les universités, les facultés. J'ai dit oui. Mais au fond, il y a quoi dedans? Rien. Pour dire quoi, monsieur Michel? Et l'autoroute alors? Pour dire quoi? Pour dire, monsieur Michel Ngatou, que ce projet, les Camerounais avaient aimé parce qu'il est parti de cela qu'on voulait réduire le taux d'accident au Cameroun. Nous avons franchi là-bas de 10 000 morts l'an. Le triangle de la mort, l'extrême nord. Vous avez même ministre qui a eu à perdre un de ses fils qui était sous-préfet, je pense bien, quelque part à Guinée. Tout le monde a payé le prix. Madame Foning est passée par là. Monsieur Michel, plusieurs journalistes. Ils sont nombreux qui sont morts. Rappelez-vous la falaise de Tchang qui a avalé. On a dit non, il faut qu'on pense. Les Camerounais étaient d'accord, monsieur Michel Ngatou. On lance le premier projet. Quand vous arrivez de l'ouest pour entrer par Bonabel, la route d'abord à ce niveau, mon Dieu, point d'interrogation. Vous réussissez à traverser Bonabel. Lorsque vous arrivez avant Mabanda, là, il y a un autre carrefour là. Monsieur Michel Ngatou, si vous ne faites pas 6 heures, 6 heures de temps là, ce n'est pas vous. Qu'est-ce qu'on a donné au Cameroun? La poudre de perlimpinpin. Regardez ces ronds-points qu'on a fait sur l'axe Bonaberi, Bonasama. C'est quoi ça? Laissons donc ça, monsieur Michel Ngatou. Allons retrouver dans l'autoroute dont vous parlez. L'autoroute a été construite, monsieur Michel, pour le plaisir d'abord des Camerounais. On a budgétisé jusqu'au vol du moustique. C'est-à-dire, on a évalué le fait d'avoir détourné la trajectoire du vol du moustique. On a mis le financement, les indemnisations, tout avait été prévu, pensé et mis à disposition. Sauf que sur le terrain, comme on peut expliquer, la première vague de personnes qui arrivent, on dit non. Que le terrain coûte combien ici à Lobo? En Colpom, vous pouvez avoir un terrain en Colpom à combien? Non, on va payer ça comme on paie au village. Vous voyez un gars qui a 3000 mètres carrés, donc 4800. Indemnisation, monsieur Michel Ngatou, l'État vous remercie de lui avoir cédé vos parts. Vous ouvrez l'enveloppe, 4800 sur 3000 mètres carrés. Voilà là où il y a eu le premier couac. Il était question qu'on rassemble, qu'on libère les populations d'Indan. C'est nous qui devons gérer, déposer d'abord de l'argent. Vous avez une palmeraie qui s'étend sur 12 hectares. On va vous remettre 5 millions, Dominique Audrey, 5 millions pour une palmeraie qui s'étend sur 13 hectares. L'investissement seul, c'est combien? En termes d'investissement,
Voilà la première roubladise. On a fait jouer les forces de défense et tout pour dire, vous n'acceptez pas, on vous fout en prison et la route va passer. Intimidation, vous pouvez imaginer la suite. On est arrivé à ceci que la présidence de la République a interpellé les élites de la LEC pour aller négocier avec les populations. Les élites encore sont descendues, il y avait les signes miniatures. Oui, on a envoyé les élites aller négocier. Les élites ont utilisé toutes les astuces, la roubladise que vous pouvez imaginer pour pouvoir apaiser. On a pu avancer. Sauf qu'arrivé à un niveau, les Chinois disent que mais nous, on ne fait que bosser là depuis. Votre part est où? Votre part où? Entre-temps, il y a une dette de 5 milliards. Les gars qui bossent ne sont pas payés. Il faut qu'on paye les gars. On dit attendez. On a mis un certain temps, M. Michel Gachou. On a abandonné même le chantier, je veux vous le dire. Avant une légère reprise et un autre abandon. Vous savez que le Cameroun a horreur d'être sali à l'étranger. Le régime de Yaouda a horreur d'être sali à l'étranger. Il a fallu donc que cette chaîne démarre pour qu'on dise oui, il faut qu'on signe un contrat. La semaine qui suivait, on s'est activé à signer des contrats, à dire non, vraiment tout ce que la France a dit, ça ne marche pas. Autre chose. Donc c'est la France qui gère le Cameroun. Monsieur Michel Ngatou, ouais, parce qu'il il aurait fallu que ce soit un reportage diffusé sur les antennes de France 24 pour que justement le gouvernement de Yaoundé se réveille. Bon, voilà. Finalement, donc tout se substitue en France 24. Mais bien sûr. C'est très grave. Autre chose, monsieur Michel Ngatou. Vous savez qu'il faut faire attention sur la qualité des informations qui sont données par certains médias. Il y a des médias qui travaillent avec ces personnes véreuses, tapis dans l'eau, qui vous avancent les chiffres sur les kilométrages, qui vous avancent les chiffres sur les taux de réalisation. Et pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Oui. Il faut descendre sur le terrain, vérifier, parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que on dit aux gens, à certains médias, d'écrire ce qu'on veut, la population... Vous touchez un point très important, Charles Lamembacho, sur la question de l'accès à l'information. Par rapport au chantier de l'autoroute. Non, laissons la chaîne française qui a fait ce travail. Nous, Equinox, la chaîne camerounaise, combien de fois avions-nous voulu justement réaliser ce reportage, cette enquête? Est-ce que nous avions eu l'accès à l'information? Parce qu'il faut justement le dire. À chaque tentative, c'est des brimades, c'est des menaces, c'est des tentatives justement de prendre des caméras et les casser, etc. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour restituer la vérité aux Camerounais? Il faut tout faire. Donc je pense également que je dis moi humblement, qu'il faudrait que la presse ose, la vraie presse ose, et que nous poussons les portes pour avoir cette vraie information. Vous avez vu il n'y a pas longtemps Rodrigue Ngassi qui allait couvrir les événements, se faire molester et mettre le pied sur le coin en disant tu es de Equinox, donc on va te broyer. Mais voilà, c'est ça. Vous envoyez cette vraie presse à l'abattoir. C'est vrai qu'elle force, mais elle va à l'abattoir. Donc je termine par là en disant aujourd'hui, la vérité est contenue dans un tiroir, le tiroir des personnes véreuses, des personnes prévaricatrices de la fortune de l'État. Comme c'est un noyau dur, qui va les toucher, quoi va me faire. Entre-temps, on vous a dit que le projet a été relancé. On vous a dit que grâce à cette chaîne qu'on a vilipendée, permettez-moi l'expression, via certaines presses, on dit non, on n'a jamais arrêté. Il était question qu'on se passe, on va faire le crédit à gauche pour venir à droite. Entre-temps, on va abandonner les projets qui devaient être réalisés. Voilà comment fonctionne. Et ce qui est grave en même temps, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des grands bandits à col blanc au Cameroun. On en sait. Il y a ceux qui aujourd'hui sont devant là-bas. Pour d'aucuns, on laisse entendre quand même qu'ils ont détourné des montants faramineux. Plus grave, des milliards et des milliards d'argent détournés par un seul Camerounais. Mais soyons sérieux, lorsque vous détournez 300 milliards, c'est pour en faire quoi? Soyons raisonnables. Lorsque vous détournez 300 milliards, lorsque vous détournez même 500 milliards, comme certains... Monsieur Michel Ngatou, oui. Tous ceux que vous entendez qui ont détourné 300 milliards n'ont pas mangé ça seul. C'est un réseau. C'est juste des personnes qui ont été un tout petit peu lésées dans le business, qui ont utilisé des bras qu'ils connaissent pour pouvoir agir. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Parce que pour moi qui a pu assister au moins 4 procès, vous avez des choses parfois qui sont dites au parloir. On va pas. Ils ont dit non. On va vous avez des choses, mais on a déjà condamné ces personnes, on peut le dire. C'est comme on parle de l'affaire Ondondon, par exemple. Ou quelqu'un assis ensemble, il dit que mais vous m'accusez même que mais telle personne avait plus d'argent tel. Voici le papier. Telle personne que vous disiez, c'est lui qui m'avait donné, sa commission était telle. Voici tel papier. Telle personne même que vous parlez, voilà qui est assis. Ce sont eux qui sont derrière pour dire, voici le document, il avait pris. Mais jamais on n'a interpellé ces personnes. Voilà. Donc c'est un réseau bien noyauté à Yaoundé qui mange, ils se connaissent.
Ils se tutoient, monsieur Michel. C'est un règlement de compte pour certains. Allez, Karine Santia, les messages de nos téléspectateurs ce matin. Cette colère de Charles Armel me rappelle un contenu que j'ai lu sur la toile hier. Un Ivoirien pro-Ouattara votant son champion. L'internaute faisait notamment allusion à cette route au Cameroun qui avait été prévue d'être livrée au bout de 4 ans et qui finalement, selon les estimations, ne sera qu'après une vingtaine d'années de plus. Voici au Cameroun un président qui offre à un Ivoirien la possibilité de présenter Ado comme un messie et par ricochet à jeter l'opprobre sur toute une nation, le Cameroun de Mangabel. Bertrand Tag. Le Cameroun avec la surfacturation, c'est la magie, Alex Ngounou. Un autre message. Au Cameroun, on voit les enfants faire l'école sous l'arbre, assis au sol, mais la fille du président qui a tout... Un autre message ce matin, qui a même envoyé Exim Bank China faire les affaires avec ce genre de gérant. Les gens qui cassent les maisons et 5 ans après, tu vois, l'espace est toujours non utilisé. 5 ans d'exploitation d'un terrain ou d'une maison, c'est un manque à gagner terrible. Mais sauf que vous ne savez pas que vis-à-vis de la Chine, le Cameroun est extrêmement endetté. Extrêmement endetté. Et j'ai bien envie de poser même cette question parfois que si déjà avec les Occidentaux, on a étranglé, c'est-à-dire que la corde a déchiré le cou. Ce qu'on est en train de faire avec la Chine, on va s'en sortir comment? Ce sera possible? On en parle. Allez, on va poursuivre les messages, Karine. Ils sont malheureusement tous des truands au RDPC. Même le président de la République n'a plus de signature. C'est un joueur de la place qui a signé pour l'acquisition de ces derniers bolides en Allemagne. Peut-on développer une nation avec des pyrocriminels irresponsables et médiocres? Un autre message ce matin. Quand c'est pour casser les maisons, on les voit avec les engins. Mais quand il s'agit de construire, rien n'est fait. Est-ce que c'est faux, Sambombo? On voit encore ce qui s'est passé cette semaine ici à Douala. Il faut bien sûr le préciser. Alors que vendredi, nous sommes sur cette antenne, nous décrions le fait que les engins de la mairie étaient à Bonapriso, pas très loin justement du carrefour de l'ancien dépôt Guinness également. Carrefour, je crois que c'est Hôtel de l'Air, quelque chose comme ça. Voilà, Hôtel de l'Air. On a eu justement ces engins qui étaient descendus avec une cohorte de policiers, de moins de 200 policiers et gendarmes. Lorsque nous en parlions sur cette antenne, tout de suite, ils ont rien. Le matériel sont partis. Casser sans reconstruire, c'est ça l'objectif alors? Oui, tout à fait. Le système où le renouveau nous a mis, c'est le système que Mitterrand lui a calqué. Je vous ai dit dernièrement que si vous lisez le livre de Paul Tedga, Ouverture démocratique en Afrique noire, entre points d'interrogation, il dit là-dedans que Ahidjo avait laissé 900 milliards de francs dans un compte bloqué en Suisse. Cet argent a disparu. Donc, il était question, sous l'encadrement de Mitterrand, de rendre pauvres les populations du Cameroun. Donc, lorsque vous venez, intermaire et tout, vous devez rendre les populations pauvres par la répression, par la torture, par tous les moyens qui vous semblent appropriés. Là, c'est ça qui a donc abouti qu'à un moment donné, du moins, les délégations départementales des travaux publics avaient des engins. Donc, le reprofilage des routes se passait quand même tant bien que mal. À un moment donné, les engins ont disparu. Il y avait des entreprises ici, Permel, je ne vais pas citer les noms, mais qui vendaient les tracteurs. On pouvait les louer, ainsi de suite, ainsi de suite. Les mairies avaient des tracteurs. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est une volonté manifeste pour amener justement les populations dans un clivage pour qu'il y ait des fossés. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles on combat Kamto. Pourquoi? Peut-être il n'a pas orienté ça, mais le fait qu'il existe maintenant une classe moyenne qu'on voulait disparaître. Parce que le Cameroun était devenu un niveau où on est riche ou on est pauvre. Oui. Il n'y avait plus de classe moyenne. On a détruit par exemple le FOGAP. Le FOGAP, c'était le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire qu'il pouvait amener les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries à travailler, à développer un certain nombre de choses. Mais ça n'existe plus. C'est bien dommage. Karine.
Ce sont les hommes qui poussent les femmes à le faire. Parlant de la dépigmentation de la peau, vous aimez le tape à l'œil à côté de vous, une femme brune ou teint clair vous rendent plus sûr de vous. Il y a des hommes qui achètent ces produits et poussent leurs femmes à se décaper. Arrêtez aussi de faire les publicités sur ces produits. Dominique Audrey, nous vous aimons comme vous êtes, très noir d'ailleurs. Il faut, comme je dis... Couleur ébène. Oui, je ne compte pas m'excuser parce que je suis noire. C'est à prendre ou à laisser. L'argument selon lequel on le fait pour plaire aux hommes, c'est trop facile. Et également, que ce soit un homme qui l'achète pour que vous le fassiez, c'est faire preuve de manque de personnalité. Ce n'est pas parce que vous voulez dormir derrière un homme, ce n'est pas parce que vous êtes marié, que votre mari va avoir une femme de teint clair, que vous allez mettre votre santé en péril simplement pour lui plaire. Parce que dès que vous allez mourir, il viendra à votre deuil avec une autre qui sera certainement claire. Donc ça ne sert à rien. Je pense que c'est un bon message. Ça. Et également, c'est peut-être sur l'occasion de dire que les maladies liées au cancer, je dis que les femmes n'aiment pas ça. Voilà le vrai message dans le développement. Donc ça ne sert à rien. Voilà, décapez-vous. Quand vous allez mourir, la rivale que vous chassez là viendra à votre deuil. Ça, c'est encore mieux. Ça peut passer vite. Parce qu'on leur dit le cancer risque de... Non, on s'en fout. Ils ne connaissent pas ça. Voilà. Les Africains ont toujours refusé de s'accepter. Ils font tout pour ressembler aux Blancs. Ils effacent leurs accents, changent leur peau, la couleur de leurs yeux. L'Africain n'a pas d'identité. Celui qui ne sait pas s'exprimer en français est considéré comme moins intelligent. Franchement, à quand les Africains vont s'assumer? Nous ne pouvons même pas créer une bobine jusqu'à ce jour. Je ne parle même pas de la somme que ces produits et cheveux de blanc exportent. Je connais une femme qui, elle met les enfants, le matin, doivent se lever pour aller à l'école. Mais avant d'aller à l'école, ces enfants-là doivent lui frotter le dos parce que vous savez que l'autre, là, c'est le travail. Hein. Il y a la pommade pour les doigts, il y a la pommade pour les pieds, il faut frotter pour les genoux, pour les genoux, pour que ça ait le cuir chevelu ait la couleur du reste du visage et tout ça, vraiment. Et les enfants, à quel moment ils étudient? Ils n'étudient pas parce qu'il faut frotter le dos de maman pour que lorsqu'elle va mettre le dos nu, on voit que non, son teint est jaune partout. C'est important de dire aux femmes qui nous regardent ce matin que lorsqu'on parle de dépigmentation, il y en a qui, peut-être le mot peut sembler être compliqué, c'est ce qu'on appelle vulgairement le njansan. Voilà, le njansan en réalité. Donc, ou ceux qui choisissent justement de faire brunir leur peau, c'est extrêmement dangereux. Ces femmes poussent le vice très loin parce qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent même des comprimés pour stopper la production de la mélanine. Et ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a des clips aujourd'hui, il y a des artistes camerounais bien connus qui sont dans une promotion, mais alors terrible des couleurs de peau. Donc quand vous dites, mais qu'est-ce que tu as pris, bébé? On te dit, mais non, j'ai pris, c'est des comprimés, c'est des injections. Mais sauf qu'à côté de ça, il y a une artiste qui a arrêté. Donc, il faut bien qu'on sache qui suivre et qui apprécier. Parce qu'il y a des artistes qui... Coco Argenté n'a pas arrêté. Elle n'a plus arrêté. Elle n'a plus arrêté. Non, elle a arrêté au processus. Mais écoutez, on sait que Manibela officiellement a mis stop justement à la dépigmentation. Ce que je veux dire en fait, c'est que les gens pensent qu'il faut se poncer. Il y a eu une cabale récemment sur une artiste qu'on appelle Majoa Aïe. Les gens disaient qu'elle est trop sale, que c'est quoi son teint et tout sur la toile. Oui, justement, parce qu'elle est de peau noire, qu'il faut frotter un peu, tu ne connais pas qu'il faut frotter et tout. Et quand vous lisez les commentaires, c'est toujours les commentaires des femmes. Donc c'est des personnes qui intrinsèquement, je le dis bien, sont déjà décapées dans la tête. Et après, maintenant, il faut juste qu'elles exposent cela. Et bien sûr, on vous demande de poursuivre avec les messages de nos téléspectateurs, Karine. Il faut purement et simplement mettre les choses de cette dernière dehors. Quelle éducation pour sa progéniture. La colère de Chalamel, je préfère en rire. Qu'est-ce qui peut nous surprendre dans ce pays? Le ministre Nganou va voir son confrère français des travaux publics en France. Il voit sa belle villa et lui dit, tu as pris de l'argent où? Waouh, ça c'est tout un échange que la personne a créé sur la page. Les Français en Europe ne vivent pas dans ce que nous les gigantismes dans lesquels ceux-ci vivent. Moi, je dis toujours, tous ceux qui construisent des maisons là, c'est pour faire souffrir les enfants. En Europe, ils ne vivent pas. Aujourd'hui, en Europe, les ministres vont à vélo. En Europe, aujourd'hui, les ministres vont à pied, ils prennent le métro. Pendant que chez nous, ici, les universitaires entrent dans les grosses Prado.
les ministres sont en train de chercher le gigantisme en termes de véhicules, roulent en cortège. En Europe, on a réduit. Vous voyez qu'on est toujours déphasé sur pratiquement tout. Dans ce message. Allez, ça va passer en même temps. Madame, Monsieur, marquons une légère pause, je vous en prie. Et je vous rappelle que tout à l'heure, nous reviendrons sur toutes ces images qui ont fait le tour de la toile ce week-end. Les sujets qui ont parlé à plus d'un et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que vous avez justement dit sur Internet? Quelles sont les réactions que vous avez eues? Consti Lamine sera encore à gauche, je vous en prie. Merci beaucoup, Consti. Bonjour, vous nous rassurez que vous êtes là. Bonjour. Consti Lamine, bonjour. Bonjour Michel Gatiou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Il faut bien de temps en temps s'apprêter. Il faut bien sûr mettre tout le nécessaire, question d'offrir une communication de qualité à tous les téléspectateurs de cette émission. Une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous. Également un merci particulier à tous les Gabonais. Ces Gabonais-là qui sont des clients fidèles du concept Salaka. Ces Gabonais qui sont les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et parmi ces Gabonais, un bonjour va à l'endroit d'un très très grand client du concept Salaka. Il réside au Gabon, mais il effectue la plupart de ses achats du côté bien sûr du Cameroun grâce au concept Salaka. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci à monsieur Yannick Babila du côté bien sûr de Libreville au Gabon. Alors ce matin, il est question une fois de plus de parler santé, de parler bien-être. Il est question de parler du complément alimentaire qui fait la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire qui permet d'éliminer les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes. Il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Il est important de le consommer. Ça permet également d'éliminer, de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 est également un complément alimentaire idéal pour combattre les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, bien sûr les problèmes de douleurs musculaires. C'est un complément alimentaire de très très bonne qualité et je le conseille à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Il est non seulement curatif, mais il est également préventif. Donc on n'a pas besoin bien sûr d'avoir les problèmes de tension, d'avoir les problèmes de diabète pour consommer le Von Bio Oméga 3. Chacun devrait consommer le Von Bio Oméga 3. Et comment devrait-on le consommer? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, pendant que vous êtes en train de manger, vous allez prendre une gélule par jour pendant le repas. Et ce complément alimentaire coûte bien sûr du côté du magasin 1001 tapis à un prix qui est accessible à tout le monde. Le temps de rappeler bien entendu aux téléspectateurs que depuis la fermeture des frontières et bien sûr le Von Bio Oméga 3 coûte la somme de 7500 francs. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, vous l'avez à 6000 francs qui est donc le prix définitif qui a été arrêté par les laboratoires Celorex et le promoteur du concept Salaka que je suis. Vous avez donc une boîte de 30 gélules à 6000 francs. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande dès à présent et d'acheter votre Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile, votre peau, elle est sensible. Il y a un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Ce lait de toilette, vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps après chaque bain. Bien entendu, donc, ce lait de toilette permet de protéger, de nourrir et d'embellir la peau des diabétiques. Oui, ah ben oui, chers diabétiques, ce lait de toilette coûte la somme de 6000 francs. Un lait de toilette qui joue, bien entendu, plusieurs rôles sur votre peau. Vous l'avez à 6000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Ce magasin qui est situé en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Parlant bien sûr des modalités de livraison, c'est les téléspectateurs qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit bien entendu Von Bio Lotion, que ce soit même les tensiomètres. Oui, j'attire l'attention de tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Il est important de prendre sa tension de temps en temps et le magasin 1001 tapis met également à votre disposition des tensiomètres de très très bonne qualité
qualité à des prix vraiment dérisoires. Nous allons conclure la communication commerciale de ce matin avec, bien entendu, la présentation, une fois de plus, de cette pommade contre les hémorroïdes que voici. Vous êtes au Gabon, vous êtes au Tchad, vous êtes au Congo, vous êtes en RC, vous êtes au Sénégal, vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, alors plus besoin de chercher le midi à 14h, rapprochez-vous du concept Salaka et achetez cette pommade contre les hémorroïdes. C'est un produit 100% naturel, c'est un produit bio qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Merci beaucoup. Tout le monde est passé parmi nous ce matin, Constille Lamine et Madame, Messieurs, nous poursuivons avec vous sur cette antenne. Mais finalement, posons une question simple. Qui sont ceux véritablement qui ont volé de l'argent au domicile du ministre des Sports et de l'Éducation physique aujourd'hui? Le sujet, depuis des jours, fait le tour de la toile. Même si nous, ici, on a choisi de ne pas en parler, on est quand même surpris que finalement, qu'il y ait encore des ministres qui aient choisi d'avoir à la maison les bons de carburant. On parle bien du ministre Narcisse Molekombi, 10 millions de bons de carburant à la maison. Alors la question est posée, est-ce que c'est lui le ministre qui distribue les bons de carburant de son ministère personnellement? L'argent qui a été volé à la maison, n'a-t-on pas de banque au Cameroun où on peut garder cet argent? Ça nous rappelle encore le triste souvenir de cet argent, de ces argents volés au domicile de l'ancien ministre de la Santé, Maman Fouda. Souvenez-vous, malgré les plaintes, malgré les cris, malgré les pleurs, l'argent n'est jamais sorti. Peut-être pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui aujourd'hui a pu mettre la main sur un chauffeur de taxi, y compris son employé de maison, qui, dit-on, le premier corps de délit aurait été restitué. Il attend encore de l'argent. Pourquoi garder autant d'argent à la maison? N'a-t-on pas de banque où les garder? Monsieur le ministre Narcisse Molekombi et 10 millions de bons de carburant à la maison. À un moment donné, soyons sérieux. À quoi ça sert justement à la maison? La revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Karine Sontia, nous vous écoutons. Oui, on parle d'abord d'insécurité à Kribi. Le directeur général d'une entreprise, Ikrafon, a été kidnappé hier, mais libéré. Il s'agit de Monsieur Laporte. Ses compagnons, il était à Kribi pour un week-end avec sa femme et un de ses amis qui lui aussi est directeur d'entreprise. Il se passe qu'après un jeu de golf, il a décidé de rentrer et a emprunté une route, un bosquet au cours de la route, oui, au cours duquel il a rencontré un monsieur qui semblait réparer un véhicule et au moment de sortir pour aider la personne, il s'est vu saisi et puis arrêté par cet homme-là et ses compagnons sont sortis de la rue et notamment l'ont amené très loin. Ils ont quand même été fouillés et retirés de tout leur butin avant de l'amener, mais après les éléments du BI ont réussi à le retirer des mains de ses ravisseurs. Et puis sur la toile, les uns et les autres sont quand même très contents de cela, mais se posent d'autres questions, à savoir, et si ça avait été un Camerounais, est-ce qu'ils auraient été aussi prompts? Et si ça avait été un individu lambda, est-ce que c'est le BI qui aurait pris sur lui de réagir rapidement? Voilà l'ensemble des questions que les Camerounais se posent aujourd'hui. Et on peut en rajouter. On connaît ces enfants qui disparaissent chaque jour. Personne ne se lève. Les enlèvements, et on sait que ces 2 dernières semaines, il y a beaucoup d'enlèvements. On n'a pas vu le BI, on n'a pas vu la gendarmerie, on n'a pas vu la police, on n'a vu aucune mobilisation. Peut-être la solidarité des Camerounais qui ont fait des battues pour retrouver certains enfants. Allez, c'est un sujet qui fait bien sûr le tout la toile aujourd'hui. Le directeur de cette entreprise baptisée Patrice Porte et son épouse et d'autres personnes, vous le savez, ont été kidnappées puis libérées par le BI ce dimanche 18 octobre 2020, non loin de Kribi. Et on a eu non seulement ces nombreuses réactions sur la toile et ça nous interpelle quand même. C'est comme ça que ça a commencé avec Charles Amemba. Souvenez-vous, la crise de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun où la famille Moulin Tanguy Fournier est allé justement s'amuser dans le parc de Ouaza. Voilà comment on a les premiers enlèvements. Et de fil à aiguille, nous rentrons dans une guerre qui depuis 6 ans ne cesse qui s'enlise depuis 6 ans pratiquement. Monsieur Michel Gatou, je m'inscris en faux. Excusez-moi. En ce qui concerne, j'aime commenter les actualités du Cameroun. Oui. Bobo a l'habitude de dire l'ennemi, il faut le cibler.
faut le cibler. Lorsque vous l'avez ciblé, il faut poser des actions importantes. Nous avons un jeune dont on a retrouvé le corps dans le lac municipal. Un jeune Camerounais. On devait revenir de toutes les façons. Oui, je le dis, M. Michel Ngachou, la toile l'a dit, et je pose la pensée de la toile. Si ça avait été un Camerounais, il y a de nombreuses personnes qu'on enlève à Kribi, parce qu'il y a des groupes. Il y a des groupes, un chef bandit bien connu à Kribi qui s'est même évadé de l'hôpital. On le connaît là-bas avec un pied malade. C'est sa spécialité. Il enlève les gens tout le temps. Où est-ce qu'il compare? Il joue avec des autorités qui le protègent. On ne sait pas pourquoi il est debout. Avec un pied malade, un gars a réussi à enchaîner, à s'évader de l'hôpital et à kidnapper quelqu'un. Monsieur Michel Ngachou, vraiment, j'estime qu'il ne faut pas mettre les moyens pour les autres. Tout le temps, dans ce pays, on met les moyens pour les autres et jamais pour les Camerounais, vraiment. Allez, c'est un sujet également qui fait le tour de la toile aussi. Et vous avez vu notamment les attaques des microbes dans la ville de Douala. Oui. Finalement, le gouvernement ce a demandé matin encore, aux les microbes populations ont de attaqué commencer à se défendre. Ce matin, les microbes ont attaqué Mobile Bonacqua, moi, en face de Kinox. Je dis aujourd'hui, ce matin, les microbes sont passés ce matin à Mobile Bonacqua. Nous tous, on a fui, moi le premier. J'ai dit ce matin, M. Michel Ngachou, à Mobile Bonacqua, moi le premier, j'ai fui. Parce que la qualité de couteau que ces gars avaient, ce matin. Donc, c'est pour vous dire que, M. Michel Ngachou, vous nous amenez parler pour la porte. Moi, monsieur, ça ne va pas. Non, c'est clair. Mais au-delà de la porte également, puisque vous faites la virgule avec les microbes, jusqu'à présent, les Camerounais attendent encore de voir ce dont on dit qu'ils ont été arrêtés. Parce qu'on sait que lorsqu'on arrête les grands bandits ou les bandits de grand chemin au Cameroun, on prend toujours la peine de les présenter à la presse. Donc si le gouverneur les a véritablement arrêtés, que le gouverneur de la région du littoral présente ces brigands au peuple camerounais pour prouver que on parlait de 37 ou de 35, je ne sais pas. 39. 39 finalement. Oui, c'est vrai que les chiffres varient. Hein. Il y a 24, il y a 25 et 14. Les chiffres varient tout le temps. 25 pris par la police et 14 par la gendarmerie. Donc les Camerounais ne sont pas rassurés tant qu'ils ne présenteront justement pas cela aux Camerounais pour leur dire les voici. On a arrêté certains, l'équipe du régional. M. Sogo était sur le terrain ce matin. Ici à Mobile Bonacqua, il y avait le gaz lacrymogène partout ici le matin. Oui, ils ont fait un tour. Je sais que ce matin, on a pu mettre la main sur certaines personnes, j'espère. Ils étaient aux environs de 8 heures. Donc les équipes, je tire. Ah ben nous étions encore en plein radio. J'ai dit ce matin, j'étais à Mobile Bonacqua, moi ce matin. Oui. C'était grave ce matin à Mobile Bonacqua, moi, avec les microbes, M. Michel Ngachou. Donc j'espère que ceux sur qui on a mis la main, les équipes du régional, M. Sogo, ont mis la main, on verra, M. Michel Ngachou. On a une insécurité. Apprécions justement la réalité, mais surtout revenons sur la revue des réseaux sociaux, Charles Amem Bachou, très remonté. C'est également du grand banditisme qui accourt dans le département de l'Océan, Dominique Audrey, avec la porte qui a été touchée. Pas seulement là-bas, un peu partout. Vous entendez qu'on est venu adresser les gens ici en route, ça veut dire que ce n'est pas seulement le grand banditisme là-bas. Ça fait froid dans le dos pour les personnes qui sortent le matin et qui viennent au travail. Vraiment, c'est vraiment... Pourquoi vous vous moquez? C'est normal d'avoir peur, non? Monsieur Mbachou a couru ce matin. Ça veut dire que c'était sérieux. C'était vraiment sérieux. Et moi, je suis d'accord avec les gens qui pensent qu'on ne devrait pas faire du 2 poids 2 mesures. Vraiment. Vraiment, on ne doit pas avoir l'impression que lorsqu'on n'est pas Camerounais, on est privilégié, on passe en premier, on a droit à tout ce qui est bon avant que les Camerounais deviennent. Parce que si on va ailleurs, la réciproque ne s'applique pas. Ce sont d'abord les ressortissants de là qui sont pris en compte en premier. Donc, qu'il n'ait pas été tué, qu'il soit vivant, ok, d'accord, c'est bien. Mais à côté de ça, quand même, j'ai lu des commentaires des gens qui trouvent un peu que c'est un peu tordu comme histoire. Hein. Oui, d'aucuns n'y croient pas véritablement. C'est vraiment tordu. Il est passé seul dans un couloir. Après, il y avait une voiture. Et après, comment on fait pour savoir qu'il est kidnappé? Mais les Camerounais sont quand même forts. Ils vont jusqu'à dire que c'est le BIC qui a organisé ce. Mais justement, parce que l'histoire. Juste pour exister. Mais c'est quand même fort. Hein. L'histoire a des zones d'ombre. Si je passais seul au couloir et qu'on savait que. Et après, il y a quelqu'un qui était. Et on a kidnappé les 3. Non, c'est lui qu'on a pris. Les autres, on a fouillé. D'accord. Allez, on évolue, Karine Santia, avec la revue des réseaux sociaux ce matin. Oui, le deuxième sujet, notamment, on s'intéresse à la garde à vue des militants
Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui ont été arrêtés. Les manifestants du 22 septembre dernier. Oui, du 22 septembre dernier, qui sont détenus au commissariat central numéro 1 de Yaoundé, dans des conditions vraiment exécrables. C'est des images qui font froid dans le dos. Si vous avez déjà été dans une garde à vue, peut-être que vous avez vécu ça, ou alors si vous n'étiez pas aussi nombreux, certainement voilà comment ces derniers la vivent au quotidien. Les images sont semblables, selon les internautes, à des camps de concentration et d'extermination de Dachau, de Buchenwald et de Auschwitz. Alors, de l'époque de l'Allemagne nazie avec Hitler notamment, les uns sont couchés sur les autres font les besoins à des endroits. Vraiment, c'est pas joli à voir. C'est vrai que la prison en elle-même n'est pas joli à voir, mais comment est-ce que ces conditions-là peuvent être vécues? Il y en a certainement qui sont déjà malades, mais comment est-ce qu'on interprète cela? Ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est que nous sommes encore, dit-on selon le gouvernement, et d'ailleurs je vais reprendre les propos du ministre Maladou Malachi, en plein Covid-19. Si nous sommes encore en plein Covid-19, Bonbon Bengan, vous appréciez justement ces prisonniers, ces Camerounais embastillés dans les prisons, couchés à même les uns sur les autres. Qu'est-ce que vous dites justement de ces images? Non, ce Covid-19 n'a rien à faire là-dedans. Nous avons un gouvernement qui est passé mettre dans l'art de la répression. Comme ça, parce que nous sommes dans une dictature, et une dictature ne blague pas. Et il va commencer à justifier que parce qu'on voulait faire un coup d'État, mais toutes les conventions qu'on signe, même lorsque vous voulez faire un coup d'État et on vous arrête, on ne vous réserve pas ce type de traitement-là. Donc, je pense que ça va rajouter à la rancœur des Camerounais. Le jour où ça va exploser, ça risquera d'aller dans tous les sens. Et justement, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Parce que cette maltraitance camerounais, donc, ils ne sont même pas encore, j'allais dire, inculpés. Ils sont ce qu'on pourrait appeler mis en examen. Et si demain, donc, il y a des non-lieux qui sont programmés, comment on va se faire? Vont-ils se considérer comme des Camerounais à part entière? Il y a des femmes parmi, me semble-t-il. Non, ça c'est un traitement inhumain. C'est un traitement purement inhumain qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas possible. Et là, il faut bien sûr dire, c'est au Cameroun, ça se passe dans les prisons camerounaises. Et il y en a qui sont encore en train d'écumer des cellules aujourd'hui. Et on parle de près de 600 Camerounais quand même, Dominique Audrey, qui sont embastillés dans cette histoire depuis le 22 septembre dernier. On peut bien voir comment ça se passe dans ces prisons, dans ces camps en réalité de concentration. Oui, la première interrogation que j'ai eue après avoir vu ces images, c'est comment ça va se passer après? Les personnes qui ont les clés des cellules aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après? Ça veut dire quoi? C'est le français. Ah, les personnes qui ont les clés des cellules? Clés des cellules aujourd'hui, oui. Demain quand elles ne les auront pas, ont-elles pensé au sort qui pourrait éventuellement leur être attribué, leur être imputé? Non. On martyrise les gens aujourd'hui dans notre pays simplement parce qu'ils estiment qu'au Nozo, on ne doit pas avoir des enfants qui ne vont pas à l'école. Parce qu'on estime qu'au Nozo, on ne doit plus tirer sur les Camerounais. On estime qu'on ne doit plus avoir des forces de l'ordre qui meurent. Parce que d'un camp comme dans l'autre, des deux côtés, on a mal. Je vous l'ai dit ici. D'un camp comme dans l'autre, j'ai des personnes pour qui j'ai une certaine affiliation. Je suis perdante à tous les niveaux. Donc maintenant, on estime que ces personnes sont partisans d'une certaine insurrection. Donc demander aujourd'hui que les armes cessent de crépiter au Nozo, c'est être des agents de l'insurrection, alors on devrait tous être arrêtés. On devrait tous être arrêtés parce que nous tous, personne, du moins, je parle pour moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait la guerre qui continue là-bas. Est-ce que pour autant je dois être dans une prison et avoir quelqu'un qui fait ses besoins biologiques devant moi? Ce qu'on ne sait pas, c'est bizarre que le ministre de la Santé ne soit pas encore sorti, vraiment, qu'il n'ait rien dit depuis. Et que le ministre de la Justice ne se soit pas prononcé.
ce sera Personne ne dit rien. Ça, c'est le ministère de la foisons, Justice. Oui. des foisons sur le plan sanitaire. Ce sont Non. des cultures de microbes. Oui, mais là, c'est sous la d'épidémies, responsabilité du de ministère de la maladies. Justice. pas de Mais ça. le ministre de la Santé aurait pu dire, monsieur, et veuillez réaménager, Non, gardez-les non, comme vous non, voulez. C'est vrai que le C'est chef un du gouvernement qui domaine peut le faire. réservé. Ou alors le chef du gouvernement. Je peut- ne qui parle peut pas de la interpeller le- libération, on peut les garder comme ils sont là-bas, Non, mais pas le ministère tous de la au même Santé n'a endroit. pas vocation à aller là-bas. Pas du Justement, tout. à la limite, on lui demanderait que les centres de santé au sein des prisons doivent être aménagés. Maintenant, c'est le ministre de la Justice qui doit veiller à la santé, à l'alimentation et à tout ce qui concerne les prévenus. C'est les images. Alors, et Charles Battu aujourd'hui, parce qu'on revendique qu'il y ait le retour à la paix dans les régions du nord et du sud-ouest Cameroun, est-ce que c'est raisonnable que l'on embastille des Camerounais de la sorte en regardant ces images qui font le tour de la toile? À la suite de Dominique Audrey, je lui dirais que jusqu'à présent, on continue à poursuivre les gens pour le génocide rwandais. Ce n'est pas fini. Donc, vous qui avez posé la question de savoir, et après, ne vous dérangez pas. Ok. Ne vous dérangez pas. Caroline Meba, l'épouse de l'ancien ministre Ava, a fait un post dans lequel elle a dit « N'oubliez pas, vous qui êtes assis aujourd'hui, que la roue tourne. Et la roue, lorsqu'elle tourne, faites attention. Le côté là où vous trouvez, vous pouvez vous retrouver dans l'autre côté. J'ose croire que vous Elle tournera de toutes les vous façons. prendrez le temps de vous adapter aussi, comme nous. On s'est adapté à cet autre lieu. Monsieur Michel Ngatiou, quand vous parcourez le texte et surtout la réponse du ministre de la Communication, vous avez l'impression et l'envie de faire comme les enfants de la maternelle qui crient « Ouh, menteur, ouh, menteur ». Pourquoi, monsieur Michel Ngatiou, dans des propos suffisamment durs lancés à l'endroit des experts de l'ONU, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que seulement 294 manifestants ont été interpellés le 22 septembre, accusant les experts de l'ONU d'avoir grossi des chiffres. Il est allé plus loin en précisant que 46 personnes ont été arrêtées dans le centre, 63 à l'ouest, 185 dans le littoral. Des 294 interpellés, 176 ont été remis en liberté, 9 leaders sont entre les mains de la police et 109 autres déférés dans les parquets des tribunaux militaires de Bafoussam, Douala et Yaoundé. Alors monsieur Michel, c'est le parquet là? C'est le parquet? Le parquet a des zones de sécurité. C'est comme ça que dans sécurité. c'est ce qu'un magistrat militaire m'a dit. Ah, d'accord. Que, monsieur Bonbon, nous, on n'a pas de cellules ici, on a des maisons de sécurité. Ah, Voilà. d'accord. Merci à vous, merci madame, monsieur. Il faut justement reparler peut-être très vite de cette enquête qui était vraiment le jeune élève de l'ENAM retrouvé dans le lac municipal alors que la ville de Yaoundé est encore secouée par, on va dire, cette histoire macabre découverte. Un jeune de l'ENAM a été retrouvé mort au lac municipal. Charles a même battu. Vous avez semblé vouloir faire une petite virgule, mais aujourd'hui, la famille est en train de tout faire pour Monsieur- que l'enfant qui a été enterré soit exhumé à nouveau Monsieur- et que l'autopsie soit faite. Monsieur Michel Ngatiou, c'est le fils du maire d'Akono. Oui, effectivement. C'est le fils du maire d'Akono. Donc entre les bobos, ils se font aussi ça. Il s'appelait Ondoa Mbida C'est Bart grave. Gaël. Monsieur Michel Ngatiou, c'est grave. Parce qu'on le sort, on retrouve emballé dans le plastique la CNI. Une somme de 55 000 francs CFA. Oui, emballé dans le plastique. Vraiment, quelqu'un qui a l'intention de se suicider n'emballe pas sa carte nationale d'identité, n'emballe pas l'argent. Ah oui. Maintenant, toutes les interrogations. Vous savez, monsieur Michel Ngatiou, à Yaoundé, le lac municipal que vous voyez là, le lac municipal que vous voyez là, le jour que l'histoire de ce lac, on va vous raconter l'histoire des filles dont on coupait les clitoris pendant longtemps, je le dis en mondovision, parce que c'est un fait. Entre les années 90 2000, on ramassait des jeunes filles, ce qu'on faisait à ces filles là-bas au lac municipal. Ce lac porte la malchance de la ville de Yaoundé. Je dis le lac municipal de Yaoundé, je parle en tant qu'un gars de Yaoundé. On se comprend. Monsieur Michel Ngatiou. Beaucoup d'élèves qui sortaient, on interdisait aux parents,
Les enfants, les parents interdisent aux élèves de passer à pied par le lac municipal. Mais on se pose la question de savoir comment de telles choses arrivent alors que c'est un quartier résidentiel. Les premiers ministres, beaucoup de ministres sont dans cette zone. Le premier ministre à côté. Et il est à côté, et la surveillance dans cette zone, elle est énorme au niveau du lac municipal. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Charles Amel, on en reparlera demain. Je vous en prie. Je vous crois. Oh non, on en reparlera demain. Monsieur. On reviendra sur ce sujet demain matin sur nos antennes. Mais allons revoir rapidement Consti Lamine qui cette fois-ci va nous parler du correcteur de posture sur nos antennes. Consti, rebonjour. Alors, rebonjour Michel, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs et rebonjour à tous les clients du concept Salaka, votre concept de communication, votre concept de vente, votre concept qui éduque bien entendu les consommateurs. Alors, à l'instant, il est question de parler correcteur de posture, il est question de parler correcta de posta. Oui, correcta de posta, c'est bien entendu cette jaquette médicale que voici, cette jaquette qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de favoriser la bonne circulation du sang. Le correcteur de posture est important, chacun devrait l'avoir, bien entendu. On n'a pas besoin d'avoir mal au dos pour porter un correcteur de posture. Si déjà les sportifs le portent, si c'est-à-dire les footballeurs l'utilisent de temps en temps, alors pourquoi pas vous, chers téléspectateurs? Il est important aujourd'hui de porter le correcteur de posture que j'aime bien appeler correcta de posta. Yes. Any man where you just know. Anyone where you see me today, you must know say correcta de posta. Na some fine jacket way. When you wear them anytime, you know go here again hot for your dos. You know go here again hot for your neck, hot for your épaule. Donc any man must come for magasin 1001 tapis. En tech et correcteur de posta. Alors, parlons donc du prix de ce correcteur de posture. Je rappelle que le prix normal de ce correcteur de posture est de 12 000. Le prix qui s'affiche à l'écran est un prix de promotion. Il est de 10 000 francs, le prix de promotion du correcteur de posture. Mais comme nous sommes toujours en double réduction du côté du magasin 1001 tapis, encore quelques semaines pour bénéficier de cette double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Vous avez le correcteur de posture, au lieu de 10 000 francs, vous l'avez à 9 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, vous l'avez à 9 500 francs, votre correcteur de posture. Donc, plus besoin de dire que « aïe, j'ai mal au dos », « aïe, j'ai mal au cou », « aïe, j'ai mal aux épaules ». Tout cela ne sera qu'un triste souvenir. La douleur du dos ne sera qu'un triste souvenir. La douleur des épaules ne sera qu'un triste souvenir. La douleur au niveau du cou ne sera qu'un triste souvenir parce que le correcteur de posture est là pour éliminer toutes ces douleurs-là. Venez donc au magasin 1001 tapis et achetez votre correcteur de posture au prix de 9 500 francs, qui est un prix de la double réduction. Et je rappelle que cette double réduction est valable sur tous les articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis. Je dis bien, tous les articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis bénéficient de la double réduction. Bien entendu, et parlant des modalités de livraison, on n'a pas besoin de venir à Douala. Vous êtes à Garoua, vous êtes en Gueule-Mendouka, vous êtes au Gabon, vous êtes au Tchad. Commandez dès à présent et soyez livrés grâce à nos différents partenaires de livraison. Chers téléspectateurs, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Parce que le concept Salaka, c'est la qualité, c'est la garantie, c'est les meilleurs prix et c'est surtout le respect de la clientèle. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis. On vous remercie, Consti Lamine. Nous vous remercions, vous aussi, d'être passé par là ce matin. Charles Amembachou, Karine Santia, Bonbon Bengan, Kaindje, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Madame, Messieurs, il est 12h. À demain, 10h.